Bonjour, je m'appelle Antoine Moses, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle d'une initiative pas mal inspirante à laquelle vous pouvez facilement contribuer. Vous allez voir, grâce à un partenariat avec Veritree, un arbre va être planté au Canada pour chaque commande en ligne faite sur le site de NAC. Ça veut dire qu'en commandant les meilleurs produits de nutrition sur le marché, tu participes à la restauration des forêts canadiennes. Planter un arbre n'aura jamais été aussi facile. La province ciblée dans l'initiative, c'est la Colombie-Britannique suite aux feux de forêt qui ont rasé plus de 1,3 milliard d'hectares. Vous savez, on pratique un sport qui est intimement lié à la préservation de nos forêts. Puis si on veut pouvoir le pratiquer longtemps, il faut prendre soin de notre terrain de jeu. Pour contribuer à la plantation d'arbres, va sur le nac.com, remplis ton panier avec des produits et pour avoir 15% de rabais, utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Merci NAC pour la belle initiative. Merci à vous qui allez aller acheter des produits pour planter des arbres. Et tout le monde, je vous souhaite un bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 173e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un gars, vous l'avez entendu en introduction, Antoine Moses, coureur de trail, mais surtout planteur d'arbres, multisportif, tu touches à tout. Ouais. Antoine, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci Yannick, merci de m'accueillir. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun parce que tu sors des sentiers battus dans ta façon que tu t'es développé comme athlète de trail. Ouais. Mais je vais vouloir revenir même avant ça parce que tu as un parcours qui est vraiment intéressant. Mm-hmm. Puis on va enlever l'éléphant dans la pièce aussi. Mm-hmm. Tu es aussi détenteur du record Guinness du plus grand nombre d'arbres plantés en 24 heures. Exact. On va y revenir, là, mais c'est assez exceptionnel ce que tu as accompli. Puis j'encourage les gens dès maintenant à faire une pause puis aller voir ton compte Instagram, de voir à la vitesse à laquelle tu plantes les arbres, parce que tantôt on va en parler dans l'épisode. Ouais. La technique, l'exécution, c'est quelque chose. Ah, merci. Ouais. C'est le fruit de plusieurs années, je suppose. Oui, absolument. 8 ans. Excellent. Écoute, la question classique avant qu'on commence, qu'est-ce qu'on boit? On boit du café. On est le matin, on est sage, un bon café Capic 1, gracieuseté de la gang, donc merci à eux autres. Mm-hmm. Très bon café. Ouais, ça commence fort. Ben ouais, c'est bon. Il est de bonne heure, là, ça nous prend un bon café. Moi, les nuits sont courtes ce temps-ci, tout a fait de la grosse route, fait que on a besoin de café. C'est ça. Antoine, j'ai le goût qu'on commence au commencement, à l'air cliché, mais avant qu'on parle de ce que tu as fait dans la dernière année, j'aimerais ça comprendre ton parcours. Tu viens de la Gaspésie, comment s'est passé ton enfance, comment le sport est arrivé sur ton parcours. Fait que je te laisse y aller. Okay, je vais essayer de faire ça pas trop long. Prends ton temps, on est dans un podcast, il y a pas de délai, il y a pas de deadline de temps. C'est bon. Mais ouais, j'ai grandi à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. J'ai toujours été un sportif, amateur de plein air, coureur en trail sans vraiment le savoir, là. J'allais courir dans les sentiers avec ma famille, puis on faisait des hikes pas mal souvent, puis on allait dans le parc de la Gaspésie. Donc sans le savoir, j'ai toujours aimé ça courir en sentier, puis j'ai toujours exploré la nature. J'ai jamais eu de console de jeux vidéo ou moi si j'étais en punition quand j'étais jeune, il fallait rester en dedans. C'était toujours j'ai toujours aimé ça être dehors, puis j'ai toujours voulu être dehors. Donc courir c'est dans les valeurs que tes parents t'inculquaient. Oui, vraiment. Là, on a toujours été à l'extérieur. Si on faisait des vacances, c'était des vacances sportives ou aller en vélo ou des trucs du genre. Fait que j'ai toujours fait du vélo de montagne, de la course. Pas mal d'activités comme ça, mais j'ai jamais été un grand sportif comme contrôlé, là. Je sais pas si je peux dire ça, là. Organisé, ouais, j'ai toujours fait ce que je voulais un peu, puis pour le fun, plus pour le plaisir qu'autre chose, là. J'ai jamais été dans une équipe de course ou en tout cas dans mon enfance, là. Mais ça m'a permis de justement explorer tous les sports que je voulais. Si j'avais un sport qui m'intéressait, j'allais directement le faire, puis je pouvais arrêter à tout moment si je voulais faire d'autres choses, là. Fait que ça m'a permis d'explorer le soccer, le volleyball, le basket, c'était comme dans un espace de liberté où il y avait pas de contraintes par une structure, une inscription, une équipe qui dépend de toi, fait que t'as pu t'amuser là-dedans. Exactement. Puis je crois que c'était un développement quand même optimal, là, parce que j'ai pu me développer dans plusieurs sports, puis ça m'a permis de justement maintenant être un peu apte à faire tous les sports possibles, puis bon dans ce que je fais maintenant parce que justement je suis un peu
multi-sport. Je sais pas comment Ouais, dire touche ça, à mais tout. ouais, Mais j'ai je touche à l'impression tout. que de t'entendre, puis ayant vu un peu ce que tu as fait dans les dernières années, ça a toujours dicté ta façon de pratiquer le sport, même aujourd'hui, même quand en ce moment tu t'inscris pour des courses, que tu as des objectifs ambitieux. T'as pas changé cette approche-là de touche à tout puis y aller au feeling, j'ai l'impression. Ouais, exact. Fait que c'est ça, j'ai pu faire... on faisait des raids de vélo, autant que des courses en sentier, puis ça m'a permis de justement développer ça. Puis après ça, au fil des années, j'ai été plus amateur de course à pied. Là. Ouais. Je dirais vers 15, 16, 17 ans, là, j'ai pu développer ça. J'ai vraiment tombé en amour avec ça, puis c'est aussi, surtout à cause de mes parents qui ont développé cet amour-là aussi. OK. C'était pas des coureurs, ben en général, ils étaient pas ils suivaient pas de programme d'entraînement du tout, puis ils ont développé ça genre en même temps que moi. Okay. On allait dans les événements de course, les marathons, donc là j'ai pu vraiment voir c'est quoi le suivre des programmes, puis ça m'a vraiment développé là-dedans. Puis j'ai jamais vraiment suivi de programme, mais je pouvais voir c'était quoi, puis ça exemple, je regardais un programme, puis là je voyais les longues sorties, puis je me dis bon, je vais faire juste les longues sorties comme ça juste pour le fun, mais au bout de la ligne, je voyais c'est quoi que je voyais comme le travail à accomplir pour faire par exemple un marathon ou un demi-marathon, fait que ça m'a permis, puis je voyais mes parents le faire, fait que, ouais. Donc ça m'a permis de un peu connaître ça sans vraiment être dedans là. Mais comme vu que je faisais pas mal de sport, ben ça m'a permis de justement être capable de le faire malgré que je faisais pas tant tous les entraînements spécifiques là. Ouais. Mais ouais, fait que j'ai développé ça au fil des années, mais après ça la course à pied c'est vraiment rendu une passion là. Ouais, c'est devenu un mode de vie. Un mode de vie, là, ouais. Puis est-ce que rapidement il y avait cet attrait-là de l'endurance, parce que je veux dire quand on se met à la course à pied, il y a un grand champ de possibilités, il y a du 400 mètres, puis il y a du marathon, puis il y a de l'ultra. Tu disais tes parents se sont mis à la course à pied. Eux, est-ce que les objectifs étaient déjà sur demi-marathon, marathon? Ou... Ouais, exactement. Ça s'est développé au fil des années. Là. Ils ont commencé par des 10 km, puis parce qu'ils commençaient à la base aussi. Ben oui. Mais après ça, ouais, c'était vraiment le classique coureur là qui veut toujours augmenter ses distances pour se rendre au marathon, puis un jour courir le marathon. Fait que ça a été la même chose pour moi. Là. J'ai fait un demi-marathon, puis 6 mois après, je faisais mon premier marathon. Puis, à quel âge tu as fait ton premier marathon? 17 ans. OK, c'est venu tôt. C'est quand même rare, un premier marathon à 17 ans. Ah, je l'aurais fait avant si j'avais pu, mais je sais pas, ça donnait peut-être pas dans ma vie, mais à 17 ans, j'étais vraiment... j'ai trippé, là. Ça a été un déclic, là. Puis ça a cliqué tout de suite, là. J'ai voulu en faire un. Je n'ai fait un 6 mois après, même pas. 4 mois après. Puis après ça, je me suis signé un contrat avec moi-même. J'ai dit que j'allais en faire un pour le reste de ma vie à toutes les années. OK, puis aujourd'hui, est-ce que t'as toujours... Ouais, c'est toujours ça. Mais là, maintenant, je fais des ultramarathons aussi, là. Ça compte pour ton marathon de l'année? C'est comme plus, là. À date, j'ai quand même fait des marathons sur route. OK. À chaque année, mais je pense que les ultramarathons, je les compte aussi, là. Mettons qu'une année, tu réussis pas à trouver un marathon de route, mais que tu te dis, j'ai fait un ultra dans lequel il y avait au moins 42, ça passe selon ton contrat? Je sais pas encore. ça, à date, non, mais jusqu'à date, je n'ai fait aussi pas sur dans un événement, là. J'en ai fait par moi-même aussi. Ben, c'est sûr que sur route, l'année comme 2020, c'est dur de trouver un marathon officiel. J'avais fait le marathon BD-Chaleur, mais en dehors de l'événement. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlant du marathon BD-Chaleur, je pense qu'il y a une anecdote quand même cool parce que tu fais partie des cofondateurs. Ouais. Pis si les gens regardent ça fait combien de temps que ce marathon-là existe, puis ton âge, ils comprennent que t'étais cofondateur assez tôt. Ouais, exactement. Ça fait partie justement de mon cheminement de course à pied avec mes parents puis la famille. On était à un marathon qui s'appelle le marathon de Charlot, à Charlot justement au Nouveau-Brunswick. Puis je crois que c'était la première fois ou deuxième fois qu'on y allait. Puis moi j'avais 13 ans puis j'ai couru le 10 km. Puis là c'était mon premier 10 km je crois là, dans un événement. Puis j'ai vraiment aimé ça, puis j'ai trouvé ça un événement extraordinaire là, je tripais là-dessus. Puis à la fin de l'événement, eux autres, c'est leur 20e édition, là. Les deux fondateurs, et c'est un couple, lui, il avait couru 200 marathons dans sa vie, là. C'était un coureur vraiment accompli. Puis Janita Caron, c'est elle qui avait organisé le marathon. Elle organisait le marathon pour son mari, pratiquement. OK. Puis pendant 20 ans, il l'a organisé. Puis là, à la fin, je parlais avec mon père, puis je lui demandais, est-ce que c'est compliqué d'organiser ça, un marathon? Puis là, j'ai lancé l'idée comme ça, là, genre, est-ce qu'on pourrait traverser le marathon de l'autre bord de la baie des Chaleurs à Carleton-sur-Mer, parce que c'est pratiquement en face, là. Ouais. Puis là, elle a pris ça, là, elle a pris ça, mes mots pour du cash, là, je peux me permettre l'expression, là.
là. Comme 15-20 minutes après, elle faisait les présentations des médailles, puis elle a invité mon père sur la scène pour présenter le marathon Baie des Chaleurs, puis dire que ça allait traverser le bord l'année prochaine. Fait que là, mon père, il monte sur la scène, pas de pression, non. Il dit, ben, je savais pas que ça allait avoir lieu, mais on va faire notre possible. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'elle, toi, t'as lancé l'idée. Juste comme elle, ça. Elle, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non. Elle a fait, hey, moi, ça me tente plus tant, je vais l'annoncer que c'est toi qui le reprends l'an prochain, l'autre bord de la baie. Ouais, exactement. C'est ce qu'elle a fait. Puis là, je me souviens avec mon père, on était revenu chez nous, puis on s'est mis tout de suite sur Google Maps, sur l'ordinateur, puis regarder les trajets pour voir si on pouvait pas pouvoir avoir un marathon qui avait du sens. Puis on voulait absolument le faire passer par le fort. Là. Ouais. C'était vraiment beau, là. Fait que, ouais, on a fait ça. Puis j'ai été sur le comité quelques fois, là, quelques meetings, mais on s'entend, j'avais 13 ans, puis je connaissais rien là-dedans, mais je m'impliquais comme je pouvais, mais c'était plus l'idée initiale là, qui a parti la flamme là, du marathon. Là, j'aime l'image du jeune Antoine, 13 ans, qui regarde la madame. C'est simple faire ce que tu fais, ouais, pas pire. On va le faire. On le fait. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment mes parents qui ont pris tout le flambeau puis qui ont parti ça, là, mais depuis pendant 10 ans, là, puis là maintenant c'est rendu à un organisme dans la Baie des Chaleurs. OK, mais c'est encore lieu. Ça bouge. Ouais, c'est encore lieu. C'est encore lieu, mais c'est plus mes parents qui gèrent ça maintenant, là, mais ouais. Toi dans ta série de marathons depuis que t'as 17 ans, est-ce que tu l'as fait quelques fois? Ouais, c'était mon premier. OK. Puis j'ai juste fait une fois en fait. Okay. Parce que en général dans le fond, je l'ai fait la première année que j'ai planté des arbres en 2015 ou 2016, ouais. 2016, fait que genre ça m'a permis de le faire. Je plantais des arbres en Gaspésie. Okay. Mais par après, j'ai planté des arbres pendant 5-6 ans dans l'Ouest, puis j'étais toujours parti pendant l'événement. Donc j'ai jamais pu le refaire par après. Et puis l'année dernière, j'ai fait le demi-marathon. Parce que j'ai planté des arbres en Gaspésie encore. Là. Ouais. Mais maintenant que t'en parles, j'ai le goût qu'on mette de côté l'histoire sportive parce que il va falloir qu'on y revienne parce que oui, les ultras, la course, mais j'ai vu que t'as fait des raids d'aventure, j'ai vu que t'as fait du triathlon, toutes des choses qui contribuent nécessairement à faire un athlète qui peut faire de l'ultra puis qui peut bien performer. Mais la plantation d'arbres, comment c'est arrivé sur ton parcours? C'était au cégep. J'ai un ami qui m'a parlé de ça, puis j'ai tout de suite trouvé l'idée intéressante. J'avais jamais entendu parler de ça, là, jamais. Ouais. Fait que là, je me suis dit, coudonc, j'ai vraiment le goût d'essayer ça. Ça a l'air passionnant. Être dehors puis être payé pour marcher puis faire de la randonnée pratiquement. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai tout de suite tombé en amour avec l'idée puis on est embarqué dans ce projet-là l'été 2016. Okay. Fait que j'ai planté 6 semaines. Pas une grosse saison, mais c'était vraiment une idée, un essai, là. En Gaspésie. C'était super le fun. C'était pas optimal comme saison parce que je le faisais c'était 4 jours semaine puis on se levait à des fois 3h du matin 2h45 puis on avait 2 heures de route à faire puis, fait que c'était pas super, l'expérience était vraiment intéressante mais le mode de vie était quand même difficile, fait que j'ai vraiment aimé ça, mais ça m'a permis de avoir l'idée d'aller dans l'Ouest, là. Il y a un planteur que ça faisait 20 ans qu'il plantait qui était sur la compagnie, là. Il me disait, tu devrais aller dans l'Ouest, c'est pas mal plus payant, pas mal plus le fun, puis l'expérience, c'est ça, la vraie expérience du planteur. Donc là, j'ai pris ça comme idée tout de suite, puis j'ai acheté une vanne. Puis je l'ai converti avec mon père durant l'hiver, puis je suis parti, j'ai traversé le Canada à 18 ans pour aller planter des arbres. Et après une semaine après 6 semaines en Gaspésie, la piqûre était là, même si c'était pas les conditions optimales, puis tu t'es dit, OK, là, on achète la vanne, on transforme, puis on part. Ça a pas pris longtemps après la saison. Là. Tout de suite, là. Okay. Dès la première journée, là. Ah ouais? Mais c'est juste que, c'est ça, la piqûre était là, mais l'idée de planter au Québec, on dirait, me tentait moins. Fait que je me disais, je veux faire une grosse expérience puis d'aller dans l'Ouest. Fait que... Combiner ça à une expérience culturelle de voyage et tout ça, là. Tu sais, aller parler en anglais dans l'Ouest, c'est aussi ça. Je trouvais ça nice. J'ai appris l'anglais là, puis on en entend souvent des gens qui souvent, je pense que c'est un bon emploi d'étudiant où on en voit beaucoup. J'avais des amis, des gens avec qui j'allais au cégep à l'université que justement c'était ça leur job. Puis je pense que, si je me trompe pas, c'est une job d'étudiant qui, si t'as fait intensément pendant les mois d'été, ben, tu peux quasiment ne pas travailler du reste de l'année puis te concentrer sur tes études. Fait que c'est une bonne combinaison, disons. Oui, absolument. Là, c'est souvent ça ce que les gens font. Là. Ils vont travailler 3 mois puis être capables de payer leurs études. Là. Souvent, en fait, pas mal toujours. Là. S'ils le font plusieurs années. Là. J'ai le goût qu'on revienne à la base de ce que c'est la plantation d'arbres, juste pour bien comprendre pour les gens qui écoutent, parce que on parle de trail depuis 175 épisodes, mais ça c'est nouveau. Je n'ai parlé un peu avec Valérie Arsenault. Je sais pas si tu la connais. C'est une super athlète. Mais j'ai entendu. C'est une fille qui, justement, son parcours de tree planter contribue à son essor comme athlète, parce que tant sur les jambes, on y reviendra, mais
revenons à la base de la plantation d'arbres. Comment ça fonctionne? Qui embauche? Pourquoi ça se fait de même au Canada? Ouais, ben à la base au Canada, il y a beaucoup de déforestation puis la coupe du bois pour subvenir aux besoins de bois. Là. On a des tables et des maisons, là, donc on a besoin de ça. Ouais. Donc là, mais il y a une loi qui est appliquée au Canada, c'est chaque arbre coupé doit être replanté, un ratio de 1 pour 1. Donc il y a beaucoup de déforestation, mais il y a beaucoup de plantation. Donc c'est une bonne chose si on compare maintenant avec des politiques dans d'autres pays. Oui, il y a beaucoup de pays qui replantent pas là. Donc il y aurait quand même une régénération naturelle des arbres, mais c'est pas optimal parce qu'on sort les arbres du terrain, donc c'est pas comme s'il y avait une catastrophe naturelle où les arbres tombent, mais après ça les arbres ils restent là, donc ça permet d'avoir de l'engrais pour les arbres. C'est ça, là, il reste plus rien. Là il reste plus rien, ils enlèvent tout puis on part avec les arbres. Ouais. Mais en plantant les arbres, on plante les arbres qui vont pousser le plus vite sur ces genres de terrains-là, puis dans les conditions météorologiques du Canada. Là. Ouais. Donc, par la suite, c'est ça, les arbres poussent beaucoup plus vite, puis ils poussent plus optimalement, puis ça permet de recouper ces arbres-là après beaucoup moins de temps, puis plus efficacement. Donc, on répond à notre demande plus tard. Ouais, c'est ça. Puis je pense que quand il y a une coupe à blanc aussi, ben tu rases une section, mais il y a pas juste du bois qui va te permettre de faire le bois que tu as besoin, fait que tu dois raser plein d'autres patentes. Alors que là, je suppose que quand c'est planté à grandeur d'un terrain, des hectares, de l'essence que vous plantez, ben après ça, même pour 40 ans plus tard, quand il y a le temps de ramasser le bois, ben ça va être plus simple. Ouais, c'est exactement. Puis c'est sûr que c'est vraiment moins bon pour l'environnement parce qu'on plante souvent des monocultures ou 2-3 sortes d'essence d'arbres. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est vraiment plus efficace. Puis ça permet de justement avoir une meilleure optimisation des forêts. Puis après ça, on vient couper ces arbres-là. Ça permet de couper moins de forêts naturelles là, par la suite. Donc c'est vraiment, au bout de la ligne, c'est dur de quantifier si c'est bon ou mal de ce qu'on fait. Surtout au Québec, on a vraiment une bonne gestion des forêts, puis on n'utilise pas de pesticides, on n'utilise pas de Roundup pour puis de spray. On vient pas asperger les terrains de produits chimiques pour qu'il y ait juste ça qui plante là. On est vraiment on est mieux que certaines autres provinces au Canada. Tout est à même de le constater quand même que ce qu'on fait au Québec dans ces pratiques-là, dans les façons de le faire, c'est mieux. Puis comme tu dis, dans les meilleures façons dans le monde. Là. Ouais. C'est dur éthiquement de se dire c'est-tu la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire serait de rien toucher. Mais ça reste que faut vivre, faut se bâtir. Exact. Puis, on peut pas vivre dans le déni qu'on a besoin de bois là. Puis après ça, tu sais, je veux dire, nous comme province, on pourrait devenir parfait, puis le reste du monde continuerait de faire ces pratiques-là, dans le sens où faut regarder c'est quoi nos besoins, puis après ça, c'est de consommer intelligemment, mais ça c'est à chaque personne, à chaque entreprise. Est-ce que c'est ce qu'on devrait rénover des bâtisses plutôt qu'en construire des nouvelles? Tout ça, c'est pas le tree planter penché en Alberta qui a un impact là-dessus. Par contre, vous autres, j'ai l'impression que comme impact, vous venez pas corriger quelque chose, mais vous venez en tout cas régénérer quelque chose qui est quand même nécessaire à la survie humaine. La quantité de le faire après ça, c'est ça qui peut être questionné, la quantité qu'on peut abattre, mais ça reste qu'on a besoin de se chauffer, puis on a besoin de se loger. Là. Ouais, puis après ça, au bout de la ligne, même si on coupe les arbres, ben, pendant les 40 ans qu'ils ont poussé les arbres, ils ont fait du crédit carbone, ils ont transformé, ils ont aidé à l'environnement là, au bout de la ligne, mais c'est sûr que il y a des meilleures façons de le faire, mais après ça, il y a rien de parfait non plus là. Non, c'est ça. Toutes les jobs sont différentes. Puis c'est déjà bon de savoir qu'au Canada, il y a cette loi-là qui impose que aux compagnies, oui, vous coupez, mais vous allez replanter. Puis on voit aussi, je sais pas si ça a un lien, c'est fait par les mêmes entreprises, mais on voit mettons comme un NAC pour ne pas le nommer, qui maintenant à chaque commande en ligne vont aller planter un arbre par commande, puis ça permet eux pour leur cote de carbone d'être carboneutre et même carbo-positif si on peut. Probablement. Fait que je suppose que dans ce que vous plantez aussi, c'est-tu juste pour vous êtes seulement embauché par les compagnies forestières ou il y a aussi de ces programmes-là à travers? Ouais, il y a des programmes du genre, mais c'est encore embryonnaire parce que, exemple, il y a un programme de les 2 milliards d'arbres que Justin Trudeau avait parlé il y a un couple d'années, puis ça a lieu, mais c'est vraiment encore tout petit là. Ça pourrait être beaucoup plus gros que ça l'est, mais c'est le problème avec ça, c'est que le programme il paye 50% des arbres et non c'est pas 2 milliards d'arbres en théorie là. Ouais, je comprends. Fait que c'est 50% de ces 2 milliards d'arbres là. Donc c'est plus difficile pour exemple que tu as un terrain que tu veux planter 10 000 arbres dessus, ben ils vont juste payer la moitié. Donc pour toi, il faut quand même que tu finances le reste, ce qui peut être difficile pour certaines personnes. Donc le programme est pas parfait, mais c'est quand même un aide financière au bout de la ligne. Ouais. Puis ça permet de justement, c'est pas en lien avec la foresterie ça. Donc c'est à part, puis c'est vraiment du surplus, pour du crédit carbone ou c'est du surplus. Mais au bout de la ligne, nous ce qu'on plante c'est le gouvernement qui utilise ces crédits carbone là, c'est pas
c'est pas accessible à tout le monde, là. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que c'est eux qui financent majoritairement les arbres, là. Le gouvernement paye les compagnies forestières, puis les compagnies forestières nous payent, dans le fond, là. OK. Ouais, mais il y a comme plusieurs, il y a entre ceux-là, là, mais ouais. OK, je comprends. Donc, Donc, c'est pas la compagnie elle-même, même, on lui demande politiquement avec des lois de replanter, mais après ça, c'est pas la compagnie forestière qui paye pour replanter. Ben, pas la compagnie de plantation, exact, mais oui, exemple, la compagnie qui va couper les arbres, parce que c'est souvent pas les mêmes compagnies, là. OK, je comprends. Comme les compagnies pour qui je travaille coupent pas d'arbres, exemple. OK, mais ils vont juste comprends. c'est une compagnie de planteurs. Fait que toi, tu travailles vraiment pour une compagnie de planteurs qui, elle, est financée par le fédéral. Ouais. Mais après ça, la compagnie, elle doit payer quelque chose au gouvernement, la compagnie forestière. Il y a des compagnies forestières qui engagent des compagnies de planteurs, puis ces compagnies forestières-là, exemple, qui coupent les arbres, eux, ils doivent payer une redevance pour le nombre d'arbres plantés, puis ça va aussi avec le gouvernement, puis c'est tout relié de toute façon, là, parce que le gouvernement touche à pas oui, mal, c'est ça. Bon, avec ce cours d'économie vous est présenté par Antoine. Ouais, c'est ça, même que je suis pas un grand spécialiste là-dedans non plus, là. Je trouve intéressant, juste par curiosité, de le comprendre, le derrière de ça, mais donc, on comprend la structure. Concrètement, toi, ton rôle, mettons, une journée ou un été typique dans ta vie de planteur d'arbres, ça se passe comment? Ça se passe comme, exemple, la journée typique, c'est on se lève le matin, ça dépend où, là. J'ai eu des contrats où on était dans des campements forestiers, je dormais dans ma tente, une tente de camping avec mon petit matelas, je me lève, il y a des cuisiniers qui cuisinent pour nous, là, le matin, midi, soir. Okay. Le midi, on s'apporte un lunch, exemple, là. Donc le matin, on se lève, on déjeune, on se fait notre lunch pour le midi, on part en hélicoptère, on est laissé sur notre terrain, exemple, à 8h le matin, on plante tous les arbres qu'il y a sur le terrain, dans le meilleur des mondes, là. Ouais. Des fois, ça arrive qu'on peut pas les finir, mais la plupart du temps, ils nous donnent des terrains qu'on est capable de finir dans la journée. Ils viennent nous chercher à 4-5 heures, des fois 6 heures, ça dépend des journées. Puis après ça, on retourne sur le campement, on mange, on se douche, puis on peut jouer aux cartes. C'est vraiment rustique, puis il y a pas grand chose à faire parce qu'on est souvent sur un terrain de planting, là. Ouais, puis le campement est construit là. On finit la journée, on va se coucher, puis on répète le lendemain, là. C'est des journées de combien d'heures vraiment de plantation en action, là? Ça dépend toujours des contrats, mais en général, c'est entre 9 et 10 heures de plantation, là. Quand on dit beaucoup de temps sur les jambes, ça prépare pour autre chose, 9-10 heures, 7 jours sur 7? Ou? Non, dans le fond, on fait moi, les contrats que j'ai le plus aimé, puis que je trouve le plus optimal quand tu veux vraiment planter pour planter, là, c'est du 3-1. Donc, on plante 3 jours, puis on a une journée de congé. OK. Mais comme cet été, j'ai fait du 4-3. Donc, je travaillais du mardi au vendredi. J'avais samedi, dimanche, lundi de congé. Ouais. Mais c'était pratique pour revenir à Québec, puis parce que j'étais pas très loin. Mais quand on va dans l'Ouest, souvent, tu veux faire du 3-1 parce que t'as rien à faire dans tes journées off, souvent. Tu veux rentabiliser ton temps là-bas. Ouais, exact. Là. Puis tu veux juste te reposer, fait que tu bouges pas trop, puis tu restes sur le campement souvent, là. OK. Ouais. Puis côté équipement, comment ça fonctionne la logistique? Parce que là, on parle de planter des arbres. J'ai vu les images, c'est pas des graines que tu plantes puis qui arroses après, là. Je veux dire, c'est déjà un petit arbuste, ça dépend des contrats, justement. Okay. Là, mais c'est entre 1 an puis des fois 6 mois, là, mais moi, j'en ai pas planté beaucoup des petits arbres comme ça. Mais entre 1 an puis des fois 50. OK. Ouais. Fait que au Québec, on plante des arbres pas mal plus vieux parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques pour aider à combattre la compétition. Donc les arbres doivent déjà être en mesure de pousser à travers la compétition. Donc on plante des arbres de 2 à 5 ans en général qui ont déjà une bonne taille puis ils sont déjà solides. Ouais. Mais ça fait en sorte que les arbres sont beaucoup plus gros. Fait que c'est vraiment une différente gestion de la plantation physiquement puis exemple la gestion du terrain aussi parce que dans le fond, on a des sacs, une pelle, puis c'est pas mal pas mal tout ce qu'on a besoin. Mais après ça, les arbres au Québec sont dans des cassettes. C'est comme des petits contenants en plastique d'arbres, entre 25 puis des fois, il y en a qui ont 100 arbres par cassette. Okay. Mais moi, ce que j'ai fait le plus, c'est 25 puis 45. Okay. Puis ouais, dans le fond, on plante les arbres. La gestion du terrain, ça, je voulais dire, c'est plus que t'as des arbres qui sont gros, moins tu vas pouvoir entraîner sur toi en plantant. Donc, tu dois gérer ton terrain en conséquence pour pouvoir retourner là où les arbres sont. Là. Mm-hmm. Mais en général, on a des contremaîtres qui viennent nous placer les arbres sur le terrain un peu partout. Là. OK. Mais c'est sûr que faut gérer ça un peu. Faut avoir ça à l'idée que tu peux pas aller trop loin, sinon on appelle ça le dead walking là, dans le terme du planteur. C'est si tu plantes, exemple 100 arbres, t'as 100 arbres dans tes poches d'arbres, puis là tu plantes 100 arbres en ligne droite, là tu dois marcher pendant toute la distance que t'as parcourue sans planter, puis ça c'est pas optimal, là. Faut vraiment pas faire ça parce que t'es pas payé pendant quand tu marches, là. C'est ça. Les autres, vous êtes vraiment payé à l'arbre planté. Ouais. Fait que tu t'apprends avec le temps. Je suppose l'expérience, c'est oui, la technique. Parce que, comme je disais tantôt, aller voir les images, t'as une technique, tu sais, vraiment
qui est hyper fluide, hyper efficace. Il n'y a pas de perte de vélocité sur rien du tout. Ouais. Mais il faut aussi que tu penses à ta gestion du terrain, Exact. de comment tu plantes pour avoir de dead walking. Ouais, ben c'est surtout ça en fait. Parce que en général, un planteur peut apprendre à planter un arbre vraiment rapidement en fait, là, facilement. Puis tout le monde est capable de planter un arbre en 1 ou 2 secondes. Par contre, être capable de le faire constamment pendant longtemps, puis être capable de le faire sans justement faire du dead walk, ben là c'est ça, là, c'est là qui vient l'expérience, puis l'optimisation des techniques, puis de la gestion du terrain. Là. Puis concrètement sur toi quand tu pars, je veux dire, oui t'as la pelle d'une main, t'as les pantalons longs parce qu'il y a la fougère et de la mouche, mais la façon que tu tiens les arbres, t'en portes combien en même temps? Ouais, ben ça dépend, c'est ça, justement de la grosseur des arbres, là, mais quand exemple c'est au Québec des cassettes de 25, je peux entraîner entre 50 puis 100. Ça dépend si les arbres sont lourds, s'il y a mouillé sur les arbres ou si ça me tente de traîner beaucoup d'arbres. Puis aussi, ça dépend si le contremaître peut te faire un setup qui est intéressant. S'il vient de porter des arbres un peu partout, ben tu peux entraîner un peu moins. Puis là, t'es plus léger toute la journée. Mais en général, au Québec, j'entraîne environ, c'est ça, là, entre 75 puis 150 arbres des fois, mais dans l'Ouest, je pouvais entraîner jusqu'à 400. Là. Donc les arbres sont plus petits, tu peux entraîner plus, donc tu peux aller plus loin, tu peux planter plus longtemps sans devoir te remplir. Mais ça dépend toujours des arbres, c'est ça. J'en reviens vraiment à la base, mais on dirait que c'est de quoi que je connais pas du tout, puis je me dis je dois pas être le seul qui écoute, puis je veux comprendre le truc parce que je trouve qu'il faut bien l'expliquer pour bien comprendre ce que t'as fait après. Parce que, bon, t'es passé au podcast Ultra Distance de NAC, fait que t'as raconté en détail tout ça. Je voulais quand même dresser le portrait pour que les gens écoutent, mais j'encourage, si les gens veulent en entendre encore plus, d'aller voir ça. Je te ferai pas répéter les mêmes affaires, mais avec le temps, bon, t'as développé ta technique. Tu peux en planter combien dans une journée? Au début, quelques années plus tard, quand l'expérience est rentrée, c'est quoi la différence maintenant? Ben au début, c'était surtout que j'étais moins efficace là. J'ai un terme, une expression que je dis souvent qui définit pas mal, je vais le dire en anglais là, mais slow is smooth and smooth is fast. Mais dans le fond, c'est que plus que t'es lent, plus que tu vas réussir à faire une technique qui est efficace, puis plus que l'efficace embarque, ben tu vas venir à aller chercher la vitesse par après là. Donc c'est une expression qu'on entend souvent aussi même pour parler de trail. Vraiment. Tu sais, surtout en ultra, le slow is smooth, smooth is fast, c'est exactement ça. Exact. C'est encore vrai. Là quand tu parlais tantôt d'économiser du temps, de penser intelligemment pour pas faire de pas avoir de perte de temps. Une gestion de ravito dans un ultra, c'est exactement la même chose. Si tu cours fucking vite dans le sentier, mais que t'arrêtes 15 minutes à chaque ravito, l'autre à côté qui court 1 minute de moins par kilomètre, mais qui arrête 2 minutes, même 2 secondes, ben, au final, il va finir en premier. T'sais. Exact. Souvent, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai développé au fil des années, là, parce qu'au début, je pouvais planter l'arbre quand même rapidement, mais je pouvais aller vite entre les arbres. Je pouvais, courir entre les arbres, mais j'étais pas tant capable de développer la technique efficace de planter l'arbre, donc j'arrêtais un peu plus longtemps, puis là je perdais beaucoup de temps, puis après ça j'étais pas optimal à pouvoir mettre les arbres dans mes sacs, je mangeais là, tu sais, la culture du planting au Québec est différente souvent par compagnie, puis je me souviens que moi la première compagnie que j'ai plantée, les gens ils arrêtaient 1 heure pour dîner, mais après ça dans les autres compagnies j'ai jamais vu ça. Là. Ouais, parce qu'on est payé à l'arbre, donc quand t'arrêtes pour dîner t'es pas payé, puis tu fais pas d'argent, puis quand t'es sur le terrain t'as le goût de planter pour... Tu veux pas faire une zone de 14 heures. Non. L'hélicoptère vient de dropper, vient te rechercher. Exact, c'est fini après. Dans le temps que t'es sur le terrain, toi, tu veux être efficace. Être efficace. Puis après ça, je mangeais un lunch, mais maintenant, je me dis, c'est comme la course en sentier. T'arrêtes pas 1 heure pour manger un gros lunch lourd pendant ta course. Donc, tu manges un petit peu tout le temps en continu. Un petit peu tout le temps en continu. Fait que c'est la même chose pour le planting, c'est un peu ça. Donc, c'est sûr que c'est pas autant, t'es pas dans les zones 4, zone 4 puis 5, là, mais... Moi non plus, dans un ultra, je pense en zone 4 et 5. Ben, ça dépend sûrement. En montant une côte ou pas du genre, mais au planting, c'est vraiment, on est dans des zones basses, mais au bout de la ligne, tu veux quand même pas manger de quoi de trop lourd, là. Non, et puis si tu fais du 3-1, ça veut dire que c'est 3 journées de 10 heures, de 9 à 10 heures, en continu, à planter. Fait que tu veux être efficace là-dedans. Puis après ça, tu as ta journée de break pour récupérer. Puis je suppose que ton repas le soir est un peu plus consistant que les petites affaires que tu manges le jour, là. Exactement, parce qu'en général, un planteur qui plante beaucoup d'arbres, un exemple dans l'Ouest, va planter peut-être 6 à... Ben non, peut-être pas 6, mais entre 4 puis 6 000 arbres par jour. Et va brûler l'équivalent de 2 à 3 puis même 4 000 calories pendant l'effort. Donc, c'est l'équivalent d'un marathon par jour. Donc, c'est sûr qu'au bout de la ligne, tu peux pas juste manger des noix puis des bananes. Donc,
tu dois quand même, le soir, manger un bon gros repas, là. Donc ça, c'est vraiment important, mais c'est ça que j'allais chercher. Moi, je mangeais quand même léger durant le jour, mais je mangeais peut-être 2000 calories le soir pendant mon repas, là. Ouais, c'est ça. Ouais, et le matin un peu aussi, là. Puis tu recommences le lendemain. Ouais, exact. Pour recommencer le lendemain. Physiquement, le premier 6 semaines en Gaspésie a dû être formateur, mais destructeur aussi. Ouais. C'est une nouvelle affaire que tu apprends à faire. C'est une intensité qui est différente, là. Ouais, absolument. Puis en plus, j'ai commencé à planter. Puis comme la formule que ça qu'ils utilisent, c'est qu'ils vont te payer à l'heure la première semaine. OK. Et jusqu'à 4 semaines si tu réussis pas à faire un salaire plus élevé que ce que tu peux t'es payé à l'heure. Mais moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai été payé à l'heure la première semaine, puis je faisais mon premier marathon le dimanche, puis le lundi, j'ai recommencé à planter, mais j'étais payé à l'arbre. Donc, j'ai dû comme être efficace là, Ouais, c'est ça. pour être payé, avoir un bon salaire, mais ouais, fait que dans le fond... excuse-moi. Ouais, dans le fond, c'est ça. Je sais même pas où est-ce que j'allais avec ça, là. Non, mais on parlait justement d'efficacité. Ouais, Puis à un moment donné, le métier rentre. Ouais. Fait que de 4 à 6 000 arbres, ça Ouais, c'est ça. devient Oui, une c'est ça. moyenne Ouais. du planteur moyen. Ben oui puis non, ça dépend des contrats, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, entre 4 et 6 000, exemple, les contrats que j'ai fait dans l'Ouest, c'était des petits arbres, puis c'était vraiment efficace. Okay. La façon que les contremaîtres allaient placer les arbres sur tes terrains. Les terrains, c'était vraiment des terrains rapides, comme on dit. Souvent, c'était des terrains mous, pas de roches, plats. Donc, c'est super facile à planter le plus d'arbres possible. Ouais. Là. Mais ouais, comme en Gaspésie, souvent, il y a des terrains, des bons terrains, mais il y a des terrains aussi très rocheux, puis ouais. Fait que c'est ça. Donc ma première année, c'est ça, j'ai pu développer ces techniques-là au fil des semaines, mais c'est sûr que 6 semaines, j'ai pas développé grand-chose. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça m'a quand même permis de se pogner à piqûre pour justement après ça y réfléchir aussi tout l'hiver là, parce que juste avoir planté 6 semaines, puis d'avoir pensé au planting un peu tout l'hiver dans ma tête, puis d'avoir une idée de c'est quoi. Quand je suis retourné planter des arbres dans l'Ouest, ben je suis arrivé comme à la mi-saison à cause du cégep, finissait en mai. Je suis arrivé dans le mois de juin dans l'Ouest, puis les gens qui avaient commencé cette année-là avaient déjà plus d'expérience que moi, mais quand je suis arrivé là, j'étais beaucoup plus vite qu'eux, justement parce que j'avais pu avoir l'idée, réfléchir à tout ça, puis j'arrivais aussi les jambes fraîches là. Ouais, c'est ça. Mais souvent t'es plus efficace vers la fin de la saison. Ouais. T'es plus rapide parce que tu développes ton endurance tout le long de la saison là. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey Antoine, on va se prendre une mini pause, il y a un message d'un partenaire, puis on va poursuivre la belle discussion de l'autre côté, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Dans tes conseils de course en hiver, tu nous parlais de savoir adapter nos entraînements à la météo. Comment qu'on fait ça? En fait, Yannick, là, je voudrais dire en premier que savoir s'adapter, c'est une grande qualité de sportif. Donc, gardez ça dans votre tête, dans votre cœur, adaptez-vous. Effectivement, l'hiver, faut d'autant plus savoir être flexible, savoir s'adapter, savoir trouver des solutions pour pouvoir réaliser nos entraînements. Si vous avez un 20 km au programme, puis il vient de tomber 3 pieds de neige au sol, ce que vous pouvez faire, c'est idéaliser le temps où vous auriez fait ce 20 km-là, puis sortir courir ce temps-là à la même intensité où vous auriez fait votre 20 km. On parle à ce moment-là d'effort perçu. En fait, en Tuelle, on vit toujours un petit peu ça parce que c'est pas la même chose faire un 20 km dans un parcours X sur un sentier sec que sur un sentier mouillé. Fait que l'effort perçu quand on court en Tuelle, oui l'hiver, mais oui toute l'année. Fait que l'hiver, on laisse faire les kilomètres, on focus sur le temps puis surtout sur l'effort perçu. Exact. Merci beaucoup Natacha. Bienvenue! Tu as planté à plusieurs endroits. Fait que Gaspésie, dans l'Ouest, t'as planté à quel endroit? J'ai planté en Gaspésie, j'ai planté dans l'Outaouais, j'ai planté en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique. J'ai aussi planté l'hiver dernier en Australie. Ouais. Puis j'ai déjà planté un arbre en Égypte. Oh! Un arbre. Donc ça va être maintenant, c'est rendu j'ai essayé de faire ça dans chaque pays que je visite là, essayer de trouver une façon de planter au moins un arbre. Ouais, c'est bon Je trouve ça. ça quand même cool. Peut-être un jour planter un arbre dans tous les pays du monde là, mais très fort. Ça serait quand même un gros projet là. Bon, fait en Égypte, ouais, un peu plus en Australie. Ouais, pas mal plus là. J'ai planté environ 25 000 arbres, 50 000 arbres peut-être. Okay. J'ai pas le nombre exact parce que j'ai planté beaucoup de plantes. Je faisais un peu de l'aménagement paysager, mais c'était de la plantation, mais on plantait des arbres puis des plantes, puis ça dépendait des endroits où puis les restrictions puis tout. Là, mais... C'est quoi la meilleure place au Canada pour planter à ton expérience à toi, selon ce que tu recherches aussi comme expérience? Ben en ce moment, comme expérience, j'aime vraiment le mode de vie que j'ai vécu cet été. Dans le fond, je plantais 4 jours, puis j'avais 3 jours de congé. Donc ça m'a permis d'aller faire des courses en trail, de pouvoir courir les fins de semaine. Puis c'est un peu le mode de vie que je recherche en ce moment.
Mais dans les dernières années, c'était vraiment l'Ouest canadien, là, le BC ou l'Alberta, où j'allais là 4-5 mois, 3 à 4 mois, puis je pouvais planter non-stop pendant tout ce temps-là, puis j'avais vraiment juste ça à faire. Mais maintenant, j'ai comme un mode de vie différent, puis j'ai pas le goût de trop m'éloigner, donc c'est sûr que j'aime ça aussi planter au Québec, là. OK. Puis c'est aussi maintenant, je suis plus focus sur, j'aime ça voir l'optique de l'environnement, puis là, au Québec, c'est comme la province où ce qu'on fait le mieux, donc j'aime vraiment ça, plus encourager ça pour l'instant. C'est plus proche de tes valeurs aussi. Ouais, un peu, là, ouais. C'est toi, je comprends que tu as la piqûre aussi, ce premier 6 semaines-là, c'est devenu un mode de vie, comme on parlait de la course tantôt, mais côté valeurs, je suppose que c'est aligné aussi avec toi, puis c'est pour ça peut-être que t'aimes plus planter au Québec aussi, là. Ouais, vraiment, puis c'est comme on est bien au Québec. Ouais. J'aime vraiment ça, j'aime la Gaspésie, c'est ça, là, ça fait partie de ma culture, là. Tu sens que tu redonnes aussi à ta communauté plus direct, peut-être, là? Ouais, peut-être un peu, là, mais c'est sûr que juste le fait de pouvoir être là pour les événements de course, faire un peu ce que j'aime aussi, là, parce que avant j'avais juste le planting, je courais pas autant. Maintenant, avec la course à pied, je vais chercher mon côté compétition, mon côté performance avec la course à pied, puis j'ai plus besoin vraiment d'aller chercher ça dans le planting, parce que ça, c'était vraiment un gros aspect pour moi dans l'Ouest canadien puis les dernières années, la performance. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'a pas parlé tant que ça, mais au bout de la ligne, le planting, c'est comme les ultras, là. On veut toujours planter le plus d'arbres possible, on veut être le plus efficace, on veut planter les nombres. Oui, il y a l'argent en arrière tout ça, mais moi, j'étais vraiment motivé par les nombres d'arbres plantés, donc je voulais toujours aller battre mes records. Comme quand on pourchasse, on se met à augmenter notre volume par semaine ou à c'est la même chose. Distance des courses. Toi, tu ressentais ce côté-là compétitif avec toi-même. Ouais. Est-ce qu'il y en a un aussi avec les autres dans le campement, puis qui c'est qui en a planté le plus aujourd'hui, là? Ouais, dans le fond, oui, mais c'est indirectement, c'est pas avec la compagnie. Il y a certaines compagnies qui partagent sur un tableau le nombre d'arbres plantés dans la journée, la personne qui a planté le plus, mais moi, j'ai toujours voulu rester loin de ça parce que je trouve que c'est un peu toxique, là. Dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être pas capables de planter autant d'arbres, puis ils vont avoir fait leur meilleure journée de leur saison, puis moi c'est mon average, admettons. Fait que là c'est comme, je trouve ça vraiment triste un peu, puis aussi c'est pas très positif pour certaines personnes. Donc non, puis en même temps ça revient entre elles, on veut la même chose aussi, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire plus que toi, puis la semaine moyenne de Jeff Cochon va être la semaine la plus intense de la vie de quelqu'un. Puis dans les deux cas, c'est aussi valable. Puis pour citer nos amis de tout trail, puis Marc pour qui c'était vraiment important, le chacun son ultra. Je comprends que c'est chacun son plantage d'arbres aussi. Exact. Surtout il y a beaucoup de compagnies qui font pas ça justement, mais moi j'essaie de rester dans cette optique-là. Donc oui, par la suite là, il y a des années, j'ai partagé sur les réseaux sociaux mes journées de planting, mais il y a personne qui était forcé d'aller voir ça, puis s'ils voulaient aller voir, ils pouvaient. Donc je parlais de mes chiffres, les nombres d'arbres plantés à des gens qui voulaient le savoir. Je faisais souvent poser les questions, mais au bout de la ligne, non, c'est sûr que on en parlait pas trop parce que justement on voulait pas affecter personne, là. Mais ouais, c'est sûr que ça, il y a quand même une certaine compétition à travers les planteurs qui se crée, là, c'est sûr. C'est une motivation, moi. Ouais, pour moi, ça a été toujours une motivation. Puis c'est ça que j'ai aimé aussi dans l'Ouest, là, parce que je carburais quand même à ça, là. Donc ça me permettait de planter plus d'arbres, parce que souvent, exemple, il y a une journée, je me sentais moyen, je voulais juste planter ma petite journée relax, mais là, j'entendais dire que telle personne allait planter plus d'arbres que moi, ben là, souvent, ça pouvait me motiver à vouloir au moins l'égaler ou juste comme pas me laisser faire, là, un peu, là. Puis là, tu t'es lancé dans un petit projet avec les records Guinness, qui fait que maintenant, je suppose, tu peux te présenter dans n'importe quel campement, puis tu vas gagner avec ces chiffres-là. Ouais, ben c'est sûr que là, en termes de chiffres pour une journée, oui. Mais après ça, il y a tellement de campements, même cette année, j'étais pas le planteur le plus rapide, puis j'avais d'autres optiques, justement, parce que j'avais cherché ça avec la course à pied, là. Ben non, c'est clair. Oui, avant, c'est sûr que maintenant j'ai ce titre-là, là. C'est sûr que c'est intéressant. Tu peux juste te présenter avec ton petit certificat des records Guinness, puis ouais, c'est sûr que maintenant j'ai... Clairement, c'est pas ta personnalité de le faire, mais je trouve ça drôle il est caché. de dire, OK, là, j'ai établi quelque chose que personne n'a jamais fait. Exact. Anyway. Parle-moi de ça, de comment l'idée est venue de se dire, OK, je plante vite, j'ai du fun à le faire, je vais le faire à un autre niveau complètement. Ben dans le fond, c'est ça. À chaque année, je m'améliorais, je plantais de plus en plus d'arbres, puis je l'ai vu dès le départ, là. La première saison que j'ai faite en Gaspésie, j'ai planté, exemple, je pense 3300 arbres dans une journée de peut-être 8-9 heures, puis c'était des gros arbres, puis c'était comme un chiffre impressionnant. Puis là, le contremaître, il me disait « Wow, j'ai jamais vu ça ». Fait que là, ça m'a vraiment craqué, là. Donc, puis l'été d'après, c'était la même chose, là, genre, mais là, j'ai doublé. J'étais à 6600 arbres, je crois. Okay. Après, justement, là, un autre 2-3 semaines de planting, justement parce que
c'était vraiment rapide comme terrain, puis j'étais quand même assez en forme, donc je pouvais me permettre de pousser mon corps, mais dans ma tête, c'était comme une des journées plus tough de ma vie. Ouais, donc, à ce moment-là, là, j'étais ému à la fin de la journée. Là, okay. Dans le sens que c'était très physique, mais j'étais pas très efficace parce que le lendemain, j'ai peut-être planté 2-3 000 arbres. Là. J'ai pas été capable je pouvais pas répliquer ça. C'était des records personnels, mais c'était pas nécessairement une moyenne élevée. Ouais. Donc, mais au fil des années, justement, là, à chaque année, mes records ils augmentaient, mais mes moyennes aussi. Ta stabilité aussi, le fait vraiment que tu plus peux refaire le lendemain encore quelque chose de gros. Ouais, puis c'est de l'endurance que tu développes au fil des années aussi. Là. Mm-hmm. C'est sûr que quand tu commences la première semaine de planting, quand ça fait 7 mois que t'as pas planté, t'es pas le meilleur, mais après 1 mois, t'es quand même capable de t'as buildé ton endurance, puis plus que l'année d'avant aussi. Ouais, c'est ça. Donc, à chaque année... à quel point il y a vraiment des parallèles. J'entends ton histoire, puis tu peux quasiment changer le mot arbre par kilomètre, puis le mot durée de mois en jour, peu importe, mais c'est comme tu dis tantôt, tu sais, le slow is smooth, smooth is fast, puis même dans la progression, pas que t'essayes, toi qui es habitué, mettons, qui est rendu que sur un type de terrain, tu peux faire 6 000 arbres par jour, je suppose que ta première semaine, quand tu reprends après avoir arrêté, tu peux pas atteindre ça, ou si tu l'atteins, tu vas être démoli, au même titre qu'après un off-season de course, si t'es habitué, je sais pas, de faire 60 kilos par semaine, ta première semaine, ça se peut que si tu fais 60, tu vas être brûlé la semaine d'après. Ouais, puis c'est la même chose, là, exactement. Quand je commence une saison, souvent on fait des demi-journées pour développer l'endurance puis pour que notre corps s'habitue parce que c'est la même chose qu'à la course à pied. On peut se blesser souvent les tendinites dans les bras, dans les genoux, dans les coudes, ça se crée vraiment rapidement, là, les poignets aussi. Donc on développe notre endurance au fil des semaines, puis après peut-être 2 semaines, on est à full time, puis on est à temps plein dans notre saison. Mais souvent, ça m'arrivait souvent de me blesser un petit peu, d'avoir une douleur dans le coude, fait que là, je plantais des 2 mains, je plantais de la main gauche pour m'habituer, puis là, après ça, j'ai recommencé à planter régulièrement. Mais c'est sûr que l'endurance se développe au fil des semaines, là. Puis à chaque année, je développais cette endurance-là, puis elle s'augmentait aussi, là. Mes moyennes passaient de 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, selon les contrats aussi. Là. Ouais, c'est ça. Mais les contrats, quand je parle de 6 000, c'est souvent les contrats optimales de rapidité. Là. C'est pas du terrain technique où il faut planter. Il y a des terrains que je peux juste planter 1500 arbres. Là, donc, c'est ça, mais c'est encore là, c'est comme la course, c'est que ton pace va être impacté par le type de terrain. Là, quand on décide, OK, je me lance, je vais tenter de battre un record Guinness qui datait de 2001, qui était de combien d'arbres? 15 173. Ouais, 15 000. En 24 heures. Ouais, le gars avait arrêté après 19 heures, mais ouais, c'était un record d'une journée. C'est un gars que tu connaissais? Non, j'avais entendu parler de lui à cause du record, mais je le connaissais pas personnellement. Là. Ouais. Fait que là, tu te dis, faut que je batte ça. Donc là, le choix du terrain, la façon que les arbres sont placés sur le terrain, tout ce que tu parlais tantôt, les contremaîtres, comment ils les placent et tout ça impacte. Là, t'as fait ça sur une journée de job normale ou t'as vraiment créé un moment pour le faire? J'ai été vraiment parrainé par ma compagnie de planting dans l'Ouest. Là. Ils ont tout créé pour moi. Là. J'étais vraiment chanceux là-dedans. Ils ont créé l'environnement parfait. Ouais, vraiment. Donc, j'ai pas eu le mot à dire tant que ça sur le terrain parce que c'est quand même compliqué aussi monopoliser un terrain puis aussi t'empiètes sur les autres. Là. Exemple, tu prends le plus beau terrain de la saison, les autres aussi ils le veulent. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que là, tout le monde m'encourageait dans ce projet-là, puis tout le campement était quand même très ouvert à l'idée de me laisser faire de me laisser prendre le plus beau terrain. Là. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu une vidéo là pendant la saison là 2020 d'un terrain qui était super beau, c'était du sable, c'était vraiment un beau terrain. Fait que là j'ai pas eu besoin d'aller sur le terrain, juste la vidéo m'a convaincu, donc j'ai pu avoir le terrain. Par la suite, les arbres, c'était des petits arbres, les plus petits arbres que je pouvais pas avoir, les plus légers. C'était donc là c'était tout optimal pour ça. Puis après, la compagnie on a pris comme 2 journées de congé, pas le campement complet, mais pas mal de monde. Parce que là, fallait monopoliser environ 5-6 trucks, 2 hélicoptères, beaucoup de tanks à fuel. Puis après ça, genre une équipe complète parce que moi, ça me prenait 6 témoins. Donc, ça prenait des témoins qui étaient planteurs d'arbres. C'est ça, c'est que Guinness met des paramètres qu'il faut que ça soit surveillé. Ouais, j'aurais pu à payer Guinness. Dans le fond, eux, c'est une compagnie privée. Donc, j'aurais pu les payer pour qu'ils fassent venir des spécialistes puis qui authentifient le record sur place. Par contre, ça aurait coûté comme 20 000, 25 000 US sans compter leur déplacement puis tout leur hôtel et tout ça. Donc, moi, j'étais pas prêt à donner ça à cette compagnie-là. Puis en plus, je le faisais pour une fondation. Donc, j'étais pas mal plus prêt à donner cet argent-là à la fondation. Toi, tu ramassais des fonds. Ouais, je ramassais des
des fonds. C'est quoi la fondation? C'était une personne qui avait perdu la vie Ok. l'été dernier sur le campement où Ok. je travaillais. Donc, c'était un scholarship, là. C'était une Ok. fondation pour l'école, là. C'était en génie à l'Université de Queens. OK. Il donnait une bourse étudiante pour une étudiante qui excellait dans le, Ok, je dans comprends. le génie civil. Fait que tant qu'à faire un record, tu te dis, je vais faire quelque chose qui a de la valeur Exactement. au-delà du record Oui, oui. lui-même. Là, Puis ouais. C'était une motivation très importante pour moi, là. Donc, Ouais. ça m'a vraiment poussé à planter pas mal plus d'arbres parce que chaque arbre que je plantais, premièrement, je donnais ce que je t'étais payé. Mhm. Puis après ça aussi, la compagnie pour qui je travaillais doublait le prix que je t'étais payé. Puis la compagnie forestière, au-dessus de la compagnie de planting, doublait aussi. Donc, ça faisait que chaque arbre que je plantais faisait environ $1 pour la fondation. En plus de tout ce qu'on a, j'ai fait de la levée de fonds aussi Ouais, à c'est travers ça. tout ça, là. Donc, j'ai pu lever environ 35 Shit, 40 000 c'est malade. Ouais, non, c'était vraiment une belle levée de fonds. Puis l'année d'avant aussi, on avait fait une levée de fonds. Donc, au bout de la ligne, il y avait la fondation, c'est 50 000, puis je pense qu'on a levé 75 000 sur Aïe, 2 ans. Ouais. ça fait un wipe vraiment plus fort que Ah, c'était- le record lui-même pour l'ego Oh, qui oui, doit faire 100%. du bien quand c'est ta pratique, c'est une discipline que t'aimes, le plantage d'arbres, mais là, t'as un why qui Ouais. dépasse tout, là. Oh, et ça a été mon gros why. Puis à la base, c'est sûr que battre le record, parce qu'on est toujours dans la performance, dans les records et tout, c'est sûr que je voulais battre le record parce que je me disais, c'est le titre Oui, c'est ça. ultime là, du planteur d'arbres. Mais après ça, quand la personne a perdu la vie sur le planting, puis là, l'année d'après, c'est là que j'ai fait le record, ben c'était vraiment, c'est ça, la motivation Ouais. ultime là, pour moi. Puis, Là. puis nécessairement faire connaître cette pratique-là, tu sais, au-delà Mhm. même de ramasser des fonds et tout, c'est quelque chose qui, toi, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie Mhm. de ta vie, mais, tu sais, moi, c'est la première fois que j'en entends parler aussi précisément, Ouais. tu sais, que je rencontre quelqu'un puis qui t'expliquer vraiment Ouais. la réalité de ce travail-là, puis c'est certain que ça va inspirer du monde, Ouais. tu sais, de ta pratique, là, pas l'épisode lui-même, Ah, tant ouais. mieux c'est aussi, mais je Ouais, veux dire, tant mieux. toi, ta pratique, comment t'en parles, que ton record Guinness a attiré l'attention vers ça, Ouais. mais c'est une roue qui tourne, puis il y a sûrement Absolument. des gens qui ont entendu parler de ça, qui vont se mettre à le faire, qui vont peut-être eux aussi changer Mhm. leur vie, puis changer des vies en le faisant, fait que Ouais. c'est une roue qui tourne, fait que ton record Guinness devient une bougie d'allumage pour plein d'affaires, là. Ben oui, 100%. Puis c'est ça qui a aussi développé ma carrière, on peut dire, sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis l'image que j'ai aussi là-dessus, parce que justement, ça m'a vraiment créé beaucoup comment dire, d'images là, Ouais. sur les réseaux, puis beaucoup d'articles qui ont été créés, puis de gens qui ont voulu partager l'histoire. Donc c'est sûr que ça a créé un bel engouement. Ouais. Mais ouais, le record au bout de la ligne, c'est sûr que c'était un très bel événement. Là. Fait que comment ça s'est passé ce 24 heures-là? T'es en compétition d'ailleurs Ouais, avec un exact. autre. Il y avait, dans le fond, vu que la compagnie, le contrat où j'étais dans le nord de l'Alberta, on est deux compagnies qui ont pratiquement toutes, c'est comme un monopole pour deux compagnies, là, je sais Ouais. pas comment dire ça, mais ils ont toutes les arbres à planter dans cette région-là, puis c'est la compagnie forestière qui divise en deux. Ils font Ok. 50-50, puis c'est un contrat qui est en place depuis plusieurs années. Donc quand moi j'ai décidé de créer ce programme-là, ben cet événement-là, ben l'autre compagnie, vu qu'ils sont affiliés avec la compagnie forestière, ils ont dit on va faire ça égal, on va vous donner l'opportunité aussi de pouvoir embarquer dans le projet. Ok. Donc mais tu sais, le gars avec qui je compétitionnais, lui il était même pas enregistré chez Guinness, il avait rien fait, aucune démarche, lui c'était vraiment juste pour son record Son personnel. record personnel. Ouais, ce que si t'avais j'admire aussi. battu, il y aurait, mettons, il avait fini avec plus d'arbres que toi. Ben lui il aurait Ben, pas j'ai volé pu... le punch, désolé tout le monde. là. Ouais, c'est Antoine ça. a gagné. Ouais, c'est ça. Mais lui il aurait pas pu être officialisé par Guinness. Puis il y avait pas le contexte non plus. Je pense qu'il y avait... Ouais, non, il était plus, il arrivait là, il avait même pas planté beaucoup d'arbres dans la saison. Lui, il plantait des arbres techniques, justement. Il Ok. plantait 2-3 000 arbres par jour pendant toute sa saison, puis il est venu faire ça, là. Fait que Ok. c'était admirable à ce niveau-là, là. Ah oui. Parce qu'il a fini avec 18 500 arbres. 18 qui est 500. énorme, Fait que ouais. lui a battu le record. Il a battu le record aussi, ouais. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment énorme pour lui aussi, là. Surtout qu'il arrivait pas moi, j'arrivais de ma saison la plus optimale de Ouais. toute ma vie. J'avais planté, en moyenne, 8000 arbres à tous les jours pendant le mois avant complet, pendant Aïe, aïe. comme 23 jours pendant le mois. Ouais. Donc j'étais vraiment dans mon pic de ma fitness, puis au niveau du planting. Là. Fait que dans une journée optimale, toi, tu plantais, mettons, 8000, fait qu'on quasiment 1000 arbres à l'heure sur Ouais, une ben, journée de c'est ça. travail standard. Ben là c'est ça, dans le fond ça, 8000 c'est avec les journées où il y avait un peu on se faisait déplacer dans la journée, ou tu sais Ouais. il y a eu des demi-journées là-dedans, là, mais ouais là, je plantais entre
souvent, j'ai planté des journées à 9000, j'ai fait aussi une journée à 10 000 en 10 heures, donc 1000 arbres à l'heure pendant 10 heures. Ça, c'était vraiment mon test, le test ultime de savoir ton week-end choc. Ouais, un peu, là. Puis j'avais fait 8500, 9000 puis 10 000 en 3 jours, là. Donc, c'était un week-end choc, là. Puis j'avais fait plusieurs fois des trucs du genre, mais j'étais capable de le faire, donc ça me mettait en confiance, là. Puis là, l'objectif pour le 24 heures, c'était combien? Ben, dans le fond, dans ma tête, je voulais vraiment faire au-dessus de 20 000, mais ça, je le disais pas à haute voix parce que je voulais pas non plus paraître trop prétentieux dans le sens où le record, c'était 15 000. Donc, dire, je vais faire 20 000, ça serait, on dirait que je me sentais pas à l'aise de dire ça. Donc, je disais 18 000. Puis, tu sais, je l'ai peut-être mentionné quelques fois où je me disais, OK, c'est sûr que 20 000, ce serait parfait, là. Ouais, c'est un beau chiffron. Ouais, c'est un beau chiffron, puis c'est hot de taper ce chiffre-là. Mais finalement, c'est ça, là, genre, ça a tellement bien été. J'ai planté au-dessus de 1000 arbres à l'heure pendant vraiment longtemps. Puis j'ai utilisé 23 000 arbres. Donc, 23 000 arbres, 60, c'est le record. 23 060. C'est complètement fou. Ça, moi, on dirait que le chiffre, ben, j'ai l'impression que c'est comme un moldu, un non-coureur. Tu dit qu'on fait des 100 000. Comme, je comprends que c'est beaucoup, mais je comprends pas. Savoir, et quand je l'ai transposé en arbres à la seconde, à la minute, puis même à la seconde, le nombre d'arbres, le nombre de secondes par arbre, en fait... Tu le transposes de toutes ces façons-là, ça n'a aucun sens. Ah non, c'est vraiment, c'est difficile à imaginer. C'est combien? C'est 16 arbres à la minute? 16 arbres à la minute, là, 16 points quelque chose, puis c'est à toutes les 3.7 secondes, là. Ouais. C'est ça. Mais en général, je plantais un arbre à toutes les 2.5 secondes, mais c'est qu'il fallait que je remplisse mes poches d'arbres, fallait que je mange, fallait que je me nourrisse. Tu avais un environnement autour, mais il fallait quand même que tu fasses justement toutes ces choses-là autour. Le monde n'est pas rempli ta poche d'arbres sur ton dos, là. Non, mais c'était quand même optimal à ce niveau-là. J'avais toujours des arbres, peu importe où j'étais. Donc, il y avait quelqu'un qui allait déplacer une boîte. C'est sûr que une boîte d'arbres, là. Mais oui, c'est moi qui remplissais mes arbres. Les arbres sont enveloppés dans des petits plastiques, là, en bundle de 20 arbres. Donc, en petits paquets de 20 arbres. Donc, moi, je prenais les petits paquets d'arbres, puis je les mettais dans mes sacs, puis je les développais moi-même. Fait que ton 16 arbres à la minute, c'est quasiment un bundle à la minute. Ouais. Ça inclut le fait qu'il faut que tu défasses le bundle. Ouais, qui me prend une seconde ou deux, puis après ça, je le prends dans mes arbres. Je prenais environ 140 arbres, 120 arbres dans mes sacs à toutes les, je sais pas, là, c'est quoi, 8 minutes. Donc, à chaque 8 minutes, il fallait que je remplisse mes sacs. Ça me prenait peut-être 15-20 secondes. Puis après ça, il fallait que j'enlève les bundles. Fait que là, c'est sûr que il fallait que je sois vraiment rapide en plus de tout ça. Là, parce que, puis je me suis changé aussi. J'ai changé de vêtements 2-3 fois. J'ai changé de bottes une fois. Donc, ça a pris peut-être 4-5 minutes. Ouais, mais je mangeais des Bar Cliff, des gels. C'est ça. Mais parce que je connaissais pas vraiment les produits. Je prenais ça qu'il y avait, ça que je pensais que ça allait être bon. Là. Je savais vraiment pas à ce niveau-là, là, dans le temps. Là. Est-ce que... Bon, attends, je vais voir. La première question. Tu termines, tu sais que le Guinness, c'était quoi ton feeling à ce moment-là? Ben, j'étais vraiment heureux, là. C'était de la joie pure, là. C'était vraiment un highlight de ma vie, c'est sûr, là. J'étais vraiment content. Puis c'était aussi le fait d'avoir vécu avec d'autres personnes, là. Je me suis fait suivre à toutes les heures de la journée, là, à tous les instants, en fait, là. Fait que c'était vraiment un beau moment avec ces gens-là. Puis vu que je l'aurais pas pu le faire sans eux, donc c'est sûr que eux ils étaient dans l'événement, puis pour eux il y avait aussi le gros mérite, là. Donc comme un ultra, quelqu'un te terminé, tu sais qu'il y a une équipe complète derrière, t'as un crew, t'as un pacer, t'as quelqu'un dans ton quotidien qui tolère, pas qui tolère, mais je veux dire qui est témoin puis qui vit ça avec toi aussi. Tu sais que c'est beaucoup de choses, fait que c'est un accomplissement individuel. Il y a un nom sur le record Guinness, mais toi tu le sais, l'armée qui est en arrière, là. Ouais, exact. Puis là aussi toute l'organisation, puis la journée, là, comment ça s'est déroulé, c'est ça aussi, là. Tu sais, on arrivait là la veille, on a setupé notre campement, on a mis nos tentes, on s'est couché, le lendemain matin à 3h30 on se lève. J'ai commencé à 4h20, j'ai commencé à planter, puis après ça eux ils faisaient des chiffres de 4 heures. Donc, c'est les réglementations de Guinness, c'était de chaque assistant, pas assistant, mais chaque témoin pouvait pas faire des chiffres plus que de 4 heures. Devait se donner le flambeau à toutes les 4 heures, donner les informations, combien d'arbres j'avais planté pendant la session. Puis c'était toujours 2 en même temps. Donc, j'avais toujours 2 témoins qui m'assistaient. Donc, au bout de la ligne, les 6 témoins ont fait 8 heures chaque dans toute la journée. Mais eux autres, ils pouvaient pas vraiment dormir parce que quand il y avait... Exemple, c'était une équipe de 2 qui était témoin, mais après ça, il y avait quand même du travail à travers tout ça pour apporter des boîtes, apporter des arbres, la nourriture. On s'appelait au CB à la radio, puis on se disait, OK, Antoine, il a besoin de tant d'eau, ou il a besoin de se faire nourrir, ou va chercher des bas dans mon sac. Ça peut être n'importe quoi, mais c'était vraiment, l'équipe était pas toujours, ils pouvaient pas aller se reposer tant que ça. Non, donc pour eux, c'était vraiment un gros défi aussi, là. C'est immense, la logistique que ça prend pour créer un événement comme ça. Puis en plus, dans la gestion du terrain, j'allais juste dans les endroits où ce qui était
c'était vraiment beau, là. Donc, si j'arrivais sur un endroit du terrain où c'était pas moins bon, la terre était un peu moins molle, ben là, je skippais ça. Donc, après ça, eux, les planteurs, ils devaient aller, comme tout, égaliser ma job. Donc, pour eux, genre le lendemain, eux autres, ils ont planté jusqu'à midi, là. Donc, ils ont pas dormi de la nuit, puis ils ont continué à planter. Chaque personne a planté au moins 5000 arbres, pendant le record. Donc, pour eux, c'était vraiment, pas dormir puis planter, tu sais, c'est quasiment aussi tough, là. Ah, c'est ça. Donc, puis c'était pas juste comme moi, je me cassais pas la tête, je plantais les yeux fermés pratiquement, là. Ouais. Pour eux, ils devaient aller trouver les trous que j'avais laissés, puis pour aller tout remettre ça carré, là. Pour qu'après ça, parce que le terrain, c'était un terrain de, je pense, 100 000 arbres. Donc, moi, j'ai juste planté 23, puis l'autre avait planté 18. Donc, il en restait à peu près 35 000 arbres à planter. Ouais, c'est donc, ça. Il fallait mettre ça beau pour que les autres planteurs puissent venir faire une belle job après, puis qu'ils soient pas trop fâchés que j'avais juste fait les beaux. C'est un record, mais il faut que le terrain, faut que la job se fasse. C'est ça, au bout de la ligne, il fallait planter les arbres pareil, là. Ah, c'est malade. Si quelqu'un battait ton record, t'aurais-tu le goût de retenter ça? Ouais, je pense que oui. C'est sûr que maintenant, depuis 2 ans, je suis moins dans le planting de rapidité, là, si je peux me permettre le mot, de performance, mais oui, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, c'est quelque chose qui me passionne, là. Mais en parallèle, tu disais tantôt, j'ai fait ça sans trop de connaissances de nutrition, là, avec l'ultra, je sais que t'es optimiser ces pratiques-là, ces connaissances-là, donc probablement que tu pourrais adapter ce que tu as appris en ultra ou même dans ta vie pour mettre là-dedans. Puis je courais pas beaucoup dans ce temps-là, je courais des marathons une fois par année, mais à part ça, j'allais pas courir, là. Je faisais juste le marathon direct. Sans vraiment m'entraîner. Donc au bout de la ligne maintenant, avec l'endurance que j'ai développée avec la course à pied puis ma fitness, c'est sûr que j'aurais plus de facilité à le faire, là. Puis j'ai fait beaucoup de défis 24 heures depuis, donc j'ai plus l'idée de c'est quoi. Ça, c'était mon premier défi 24 heures, donc je savais pas c'est quoi, puis je savais pas si j'allais être capable de toffer tout le long. Gestion du sommeil, gestion de la nutrition, j'avais aucune idée. Donc j'ai peut-être mangé 25 grammes de carbs à l'heure, tandis que j'aurais pu en manger sûrement 100. Ouais, c'est ça, exact. Donc, ça aurait eu un impact maintenant, alors que dans le temps, ben, tu sais, des fois, on est comme je sais pas pourquoi, mais je sais pas pour toi, mais je sais que je pensais beaucoup en termes de protéines. Tu sais, quand tu lis pas là-dessus, tu dis, OK, ça me prend des protéines parce que, bon, moi, je jouais au football quand j'étais plus jeune, puis on s'entraînait un peu au gym, fait que c'est la protéine sur laquelle on focusait. Puis à un moment donné, tu te rends compte que dans l'endurance, c'est pas ça du tout, mais ça semble de base quand on parle entre trailers qui a appris un peu là-dessus. Mais tu recules d'une couple d'années, moi le premier, je suis comme, bon, on va juste manger n'importe quoi tant que j'ai rempli des calories. Mais à un moment donné, t'apprends à optimiser les calories que tu manges selon ce qu'il y a en termes de glucides et tout ça, mais mais en même là, ouais, absolument. Puis même là, genre, j'avais aucune idée quand même. Là, je mangeais pas en fonction des calories non plus. Puis j'avais vraiment aucune idée. Là, comme je dis, j'étais vraiment sous-nourri, mais j'ai toffé pareil parce que j'avais une motivation. Puis je voulais le faire. Là, mais j'ai perdu au moins 10 livres dans la journée. Puis, puis c'était pas une 10 livres de sueur tant que, ben oui là, mais tu sais, il mouillait là toute la journée. Donc aïe. Fait que mais en même temps, j'ai quand même autour de sueur là, je peux perdre 10 livres dans un entraînement de vélo puis course sur 5-6 heures là. Fait que, tu le reprends. Je le reprends, la journée même. Pratiquement. Là. Aïe. Mais ouais, c'est sûr que le refaire, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est sûr que par moi-même, j'irais pas le battre par moi-même pour la performance. Mais refaire un record du genre, j'irais peut-être vers le 48 heures. OK. Ouais, comme ça parlait tantôt. Mais ouais, ça, c'est sûr que ça me... Parce que j'ai l'impression que vu que je l'ai fait pour une cause, puis j'ai pas le goût de tourner cette page-là, puis dire comme si c'était juste un record pour moi, parce que c'était plus comme pour tout l'arrière-plan, puis le why, puis la fondation et tout. Donc, le refaire, ben je ferais quelque chose qui me motive plus, puis ailleurs, là. Ça serait vraiment... Qui a jamais été fait en plus. Donc, ça a jamais été fait. Donc, c'est sûr que ça, j'aimerais vraiment ça, mais c'est encore embryonnaire comme idée, là. J'ai pas de projet établi encore, mais un jour peut-être. Intéressant. Écoute, ça fait quasiment 50 minutes qu'on jase, qu'on a à peine touché la course, c'est parfait. Excuse-moi. Au contraire, tu t'excuses pas, c'est vraiment extrêmement intéressant. Faudrait switcher, là. Non, mais je pense que le parallèle est rendu aussi parce que depuis tantôt, on en a fait des parallèles à mesure que tu me racontes ton histoire. La course là-dedans, bon, t'avais plusieurs marathons, à quel moment que tu t'es dit, il existe la course dans le bois, puis je vais m'inscrire à ça, puis je vais commencer avec une petite distance, je vais faire le 125 à Ricana. Ben, je peux parler de ça. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un gars de tout ou rien, là. Donc, si je m'engageais dans quelque chose, je le faisais all-in, puis après ça, si je me tannais, j'allais faire d'autres choses à fond, là. Donc, la course à pied, ça a jamais été quelque chose que je faisais à fond, jusqu'au moment où j'ai décidé de m'engager là-dedans. Donc, quand je courais... quand j'étais jeune, je faisais des événements, mais c'était un peu comme à droite et à gauche. Mais mon premier ultra, ça s'est fait...
je me souviens pas de l'année exacte, là, je pense que ça fait 3 ans. C'était l'année du record, là, si je me rappelle bien. 2021. Ouais, c'est ça. Okay. C'était l'année du record. Donc, j'avais jamais couru beaucoup, comme suivi un programme d'entraînement ou quoi que ce soit, mais après mes saisons de planting, j'allais courir un marathon, juste à cause que j'ai fait tellement de volume sur mes jambes, j'étais capable d'aller courir le marathon. Ah, t'avais un volume immense. J'avais un volume immense, puis j'aimais ça quand même à chaque année de voir ma fitness, comment qu'elle évoluait, parce qu'à chaque année, je coupais de 15 minutes mes marathons, là. Ah ouais, de 15 minutes. Donc, mon premier marathon, je l'ai fait en 3h50. J'ai couru avec mon oncle pendant 26 kilos où je jasais tout le long, puis lui me disait à un moment donné, OK, là, va-t'en, parce que moi, je peux plus jaser, là. Puis, mais 3h50, l'année d'après, j'ai fait le marathon de Rimouski, j'ai fait en 3h40. Après ça, j'ai fait le marathon de Moncton l'année d'après, où mon oncle m'avait dit j'avais aucune idée, puis je m'étais pas entraîné pour ça, puis j'hésitais même à quel soulier j'allais mettre, je savais vraiment pas, là, j'étais pas un coureur. Puis là, je parlais de mon temps, puis je dis j'ai essayé de 3h50, là, 4h, j'ai aucune idée. Puis là, lui, il me dit si tu le fais en bas de 3h30, je te donne 500$. Puis là, j'étais comme Colin, 3h30, mais j'avais jamais couru, tu sais, même juste faire un 5 kg à ce pace là, je sais même pas si je le savais même pas, là, si j'étais capable de faire ça. Je suivais pas de programme où j'avais pas ce travail, là, tu sais. Donc puis là, je regardais les paces, puis là, j'avais pris un bracelet du marathon qu'il te donne un petit bracelet en papier qui a toutes les paces dessus. Okay. Fait que tu peux suivre, exemple, t'as le marathon à 3h30, mais t'as toutes les paces puis tous les kilomètres de quel temps que tu dois passer. Donc là, j'ai pris ça, je me suis mis tout ça autour du bras, puis j'ai dit bon ben, tout pour le tout, je vais essayer, ça peut être le fun. Puis j'étais bien à l'argent, là, surtout dans la performance, là, vu que le planting c'est un peu ça, là. T'es en performance, mais à chaque arbre tu plantes, t'as de l'argent au bout de la ligne. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que ça m'a motivé un peu. Puis là, je suis parti, je crois que c'était du 4,57 là. Ouais. Puis j'ai passé ça en 3h28. T'as collé ça tout le long. Ouais, ouais, j'étais il faisait je pense 3 degrés, puis je m'étais mis en culotte courte, camisole, puis j'ai dit let's go. À un moment donné, j'avais tellement froid, j'étais plus capable de prendre les trucs dans les ravitaux là, j'avais les doigts gelés, mais j'étais vraiment j'étais motivé, fait que je l'ai rentré en 3h28. Puis ça c'est là que ça m'a donné un peu la piqûre du genre OK, je suis capable de quand même courir, puis j'améliore mes temps, puis c'est intéressant. Donc ça j'ai vraiment tombé en amour avec ça. L'été d'après je crois que c'était au printemps. L'été d'après ou l'automne, j'ai couru le marathon de Rimouski une deuxième fois dans les conditions quand même optimales, puis là j'ai fait 3h10. Puis encore là, sans préparation. Non, je sortais de ma saison de planting où ce que j'ai eu comme ma plus grosse saison de planting à vie là, j'avais planté pas mal d'arbres, j'avais fait je pense 350 000 arbres dans 3 mois et demi. Donc j'ai passé des heures et des heures sur les jambes là. Mais encore là, j'ai couru 5 fois entre la saison de planting puis le marathon. Genre 1,20 puis 1,10 puis 2,5 là, puis j'ai pu rentrer ça, c'est ça là. Mais c'est la preuve encore que même là, moi je pensais faire des parallèles avec la course de trail, mais même sur de la course de route où la performance puis l'entraînement, des fois je sais pas comment dire, un résultat plus direct. Tu sais, vraiment il y a une cause à effet sur le type d'entraînement que tu fais, le volume que tu fais sur le marathon, c'est prouvé scientifiquement. En trail des fois c'est un peu moins direct, mais on voit que du temps sur les jambes qui est dans un sport complètement différent, paye directement. Ouais, ben la trail aussi, je trouve, parce que... Oui, clairement. Au niveau du planting, la course en trail ressemble pas mal plus c'est ça que j'allais dire. À ça que la course sur route, c'est juste que moi, j'en faisais, là, j'allais dans le parc, je faisais le tour du Mont-Albert, mais j'avais aucune idée, là, c'était quoi la course en trail, je connaissais presque pas ça encore. C'est ça. Mais ça me surprend à quel point, même sur de l'application marathon, béton, asphalte, c'est direct aussi, c'était direct. C'était vraiment direct. Puis ça m'a donné encore là la piqûre, parce que wow, 3h10, c'était un bon temps, là, pour quelqu'un qui s'entraîne pas. Donc là, c'est ça, là, je pense que un an après, c'est ça, l'année du record. Dans le fond, j'ai fait le record le 24 heures, puis là, je voyais que j'étais capable de passer du temps sur mes jambes, puis j'avais quand même la fitness pour ça. Je me suis inscrit là, j'ai tombé en amour avec l'idée de courir des longues distances, là. Parce que justement, l'automne d'avant, j'avais été faire la traversée de Charlevoix, j'avais presque pas couru en trail, mais je commençais à cette année-là. J'ai été faire, exemple, les 3 sommets, là, le sentier de 3 sommets. J'ai été dans le sentier des Caps la fin de semaine d'après. J'ai fait ça genre 3 fins de semaine de suite. Puis là, j'avais fait un 35 km dans le sentier des Caps, puis là, je me suis dit, wow, c'est le fun de courir longtemps, puis j'ai pas besoin d'aller courir trop vite, tu sais, je peux courir juste des longues distances, puis là, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, j'ai entendu parler, j'ai vu un post ou je sais pas trop, de la traversée de Charlevoix. Puis là, j'ai fait, wow, c'est donc bien cool, ce sentier-là. J'ai appelé le jeudi, à la ZECT. Je leur ai demandé s'il y avait un chalet à mi-chemin de disponible. Ils m'ont dit, ah ouais, on a un chalet, puis c'était pendant la COVID, donc
il y avait les chalets qui avaient de disponibles, il y avait pas, t'avais pas accès aux matelas, aux trucs parce qu'à cause de les règlements sanitaires. Mais là, finalement, ils m'ont dit, mais on a le chalet qu'on loue pas cette année, mais on pourrait peut-être te le faire juste un petit deal, puis il y a tout dedans, il y a les matelas, les trucs, les casseroles, les feux pour faire de la nourriture. Fait que parfait pour moi. Je suis parti le lendemain. Je suis parti le lendemain, je me suis préparé un genre de mini repas là, genre des patates en poudre avec de la protéine végétale, puis des trucs comme ça, j'avais aucune idée là, genre un truc sec. Puis une couple de gel. Je suis parti le lendemain, j'ai fait le 50 kilos, je suis arrivé au chalet, je suis parti avec un 8 litres, un Salomon 8 litres avec juste comme une bouteille de sirop d'érable puis une bouteille d'eau avec un filtre, puis non, j'avais même pas de fil dans ce temps-là, je mettais des pastilles dans mon eau. Là. Puis j'ai bien fait, j'ai trouvé ça vraiment tough là parce que c'était difficile quand même de faire ça 50 km 2 fois de suite là, mais non, ça m'a donné la piqûre là. Puis donc, encore là l'effort back à back de te lever le lendemain d'un 50 et de repartir, nécessairement des mois de planting prépare pour ça là. Oui, moi c'était vraiment dans mon élément là, de te lever le lendemain puis d'être capable de le refaire là. Fait que c'est ça. Donc là j'ai fait ça puis ça m'a donné la piqûre à 100%. Donc là, l'année d'après quand j'ai fait le record, je savais que j'étais capable de courir en trail, mais tu sais je savais pas vraiment que c'était quoi la course en trail en théorie là. Fait que là, quand j'ai appris à Ricana, j'ai vu ça une course, wow, c'est donc bien cool, un événement sur la traversée de Charlevoix que tu venais de faire. En plus, ça je avec connaissais un peu plus de kilomètres, un peu plus, puis des ravitaux. Ouais, c'est ça, c'était comme bien plus optimal. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là je me disais je vais essayer ça. Là. Je me suis inscrit. Puis j'ai sorti de la saison de planting, j'ai été courir le tour du Mont Albert, 18 kilos, puis j'ai des bonnes jambes, je vais être prêt. C'est vraiment ça qui s'est passé là. J'ai couru 18 kilos, c'était ma plus longue course dans l'année là, pratiquement là. J'ai été faire puis je me suis pas trop pressé là, je suis parti dans les derniers 1 heure après les premiers parce que c'était un rolling start là, on partait quand on voulait. Je suis parti 1 heure après les premiers, puis j'ai juste fait j'ai pris des groupes puis j'ai dépassé au fil de tout le long puis j'ai vraiment aimé ça là. J'atterrissais dans un groupe de coureurs, je parlais avec eux, j'avais du fun puis là après ça à un moment donné j'ai dépassé puis là je partais dans le prochain groupe puis j'ai fait ça tout le long de la course puis j'ai vraiment aimé ça là. C'était une belle expérience. Une expérience communautaire aussi, il y a pas plus communauté trail que si tu veux vraiment baigner là-dedans que de jaser avec du monde pendant un événement puis t'imprégner de toutes les personnes que tu rencontres puis c'est formateur là. Ouais, absolument. Puis là à chaque fois que je parle de la course en trail à des gens où ils me demandent des conseils ou quoi que ce soit, je dis toujours de faire ça, c'est la meilleure expérience que j'ai pas pu faire pour mon premier ultra, de partir le plus lentement possible, puis au fil de la course d'augmenter ton pace selon l'énergie, parce que on n'a pas vraiment la référence. Même si j'avais fait la traversée l'année d'avant, j'avais aucune référence à partir de 60 kilos sur comment j'allais me pacer, comment j'allais savoir comment mon énergie j'allais la gérer. Donc ça m'a vraiment aidé là, parce que j'ai pu mon kilomètre le plus rapide là, c'était le kilomètre 122 là. Donc puis à la fin j'avais de l'énergie là. C'est sûr que j'étais vraiment fatigué là, mais puis au bout de la ligne c'est sûr que la gestion de course c'était pas la plus optimale là. J'aurais pu me pousser plus, mais c'était vraiment là, je pense qu'on sait jamais comment se pacer tant que tu le complètes pas une première fois puis tu fais OK, j'ai encore tu sais faut lever à un moment donné une course où tu dis OK, j'ai encore un peu de jambes, donc maintenant je sais que je peux me pousser une petite affaire plus à tel endroit puis c'est naturel de le faire comme ça là. Ouais, puis encore là, ça varie tellement sur 125 km que une année tu peux faire un bon temps, puis l'autre année ça va moins bien ou tu sais la température est différente. T'as vécu 2021 où la température était quand même clémente, t'as vécu 2022 qui était extrêmement chaud, puis t'as vécu 2023 qui était extrêmement boueuse. Ouais. Là, je les ai toutes vues là. Ouais. Puis ça me donne juste le goût de le refaire. Là. Ouais, c'est ça. Vraiment la course là. Cette course-là. La première fois tu le fais, tu complètes ton 125. Ouais, j'ai fait en 20h5 minutes. Donc c'est sûr que là j'étais un peu déçu. Fort. Ouais, ça partait fort, mais j'étais 5 minutes, j'aurais pu sur 125 kilos là, juste j'avais aucune idée là. Ben non, c'est ça. Mais ouais, j'étais vraiment content de mon temps là, c'était un bon temps. Ben oui, vraiment beaucoup. Tu sais autour de 20h sur ce 125 là, c'est vraiment rapide. T'es dans le premier tiers, c'est pas le premier 20%. 25e, je pense. OK. Ouais, 25e. Moi, j'étais super satisfait. Là. J'avais aucune idée, je m'attendais pas à ça. Là, pour mon premier ultra, là, aussi. Fait que là, tu fais le premier, t'arrives avec une expérience de temps sur les jambes qui est immense du planting. Pour l'année suivante, est-ce que tu as adapté quelque chose dans ta pratique, dans ta préparation pour arriver au 125 en 2022? J'ai fait un backyard ultra, là, comme un mois après, là, le Devil's Backyard Ultra. L'année après ma première édition des Ricana. Puis j'ai fait 24 heures. Ben, j'ai abandonné à 23h40, là. Dans le fond, j'ai fait 160 kilos. Donc là, je savais que j'étais capable de courir plus. Puis à cette vitesse-là aussi, j'ai couru plus vite en théorie parce que faut rentrer le 6.7 kilos en dedans d'une heure. Fait que ça, c'est comme un pace quand même rapide, là. Puis je l'ai rentré en 50 minutes, exemple. La Devil's Backyard était
C'est vraiment technique de jour, ouais, la boucle de la trail. boucle de jour là est difficile. Là. Il y a 250 mètres de D+, là, me semble, là, si je me rappelle bien. Puis la boucle de nuit est plus facile, mais quand C'est même. pas là que les records de backyard vont se battre. Là. Non, vraiment pas. Fait que j'étais vraiment content de ma performance, là. Premier 160. Ouais, en plus, premier 160, ça c'était quand même très cool. Là. Deuxième ultra. Fait que là, mais j'étais défoncé après. Là. Ouais. Mais je savais que j'étais capable de courir un petit peu plus vite, puis plus longtemps. Fait que donc quand j'ai retourné faire le Arikana l'année d'après, encore là une saison de planting plus tard, ben là c'est ça. Cette année-là, j'ai fait le Ironman du Mont-Tremblant dans le mois d'août. Donc je m'étais entraîné juste sur route pendant tout l'été, puis en vélo, puis à la nage. Donc j'étais pas optimalement entraîné pour la course en sentier, mais j'avais une bonne fitness, là, genre une des meilleures de toute ma vie. Donc je suis arrivé là en me disant ok, je peux sûrement aller plus vite, mais je savais pas exactement encore parce que j'avais pas fait de course en trail dans l'été. Là. Donc la dernière expérience, c'est le Devil's Backyard en octobre. Là. Ouais, quasiment un an avant. Fait 11 mois avant. Ouais. Mais c'est intéressant de voir parce que on va y revenir, mais j'ai vu le résultat de cette année-là. Ça a bien été. Donc c'est le fun de voir qu'une expérience d'asphalte, une expérience plus structurée d'Ironman et d'aller grossir ton moteur, ton VO2 max et tout ça, 100%. Ça s'est tout de suite directement appliqué à la transition entre elles. Ouais, puis surtout, là, je n'avais pas parlé encore, mais ça qui m'a vraiment, ça qui a enclenché un peu ma fitness en course en trail, c'est que l'année où j'ai fait le Arikana pour la première fois, 2 semaines avant, je me suis signé un contrat avec moi-même que j'allais courir à tous les jours. Donc, j'ai commencé à plus avoir une structure de course à pied. Ça m'a permis de justement courir à tous les jours, avoir un gros volume, développer cette endurance-là au fil des mois. Donc ça a vraiment aidé là parce que justement avant je courais peut-être une fois par semaine puis je pouvais passer un mois sans courir puis des fois je courais 7 fois par semaine donc j'avais aucune sur structure. Le planting comme étant une espèce de ma base d'entraînement quotidienne puis après ça la course quand tu pouvais tu le pitchais à travers. Là. Exactement. Donc ça m'a permis de vraiment développer cette structure. Un autre contrat que toi-même. Ouais, exact. J'aime ça les contrats que toi-même. Ben c'est ça, y a-tu un papier officiel, tu signes quelque part? Non, j'ai pas besoin de ça là. C'est dans la tête là. Mais ouais, puis c'est des choses que je me mets en application pour justement atteindre un niveau de discipline là. Parce que sinon j'ai de la difficulté avec la course à pied de discipliner si j'ai pas justement l'obligation de y aller parce que sinon je me dis de gérer demain ou mais fait qu'avec ça m'a permis de justement maintenant j'ai plus ce problème là parce que je sais que je suis capable de le faire là. Mais avant j'avais pas la passion non plus autant pour la course à pied, je la connaissais pas donc ça m'a permis de la découvrir dans l'année. Donc j'ai couru à partir de ce moment-là toute l'année. Tu sais, il y a des semaines, je faisais 1 km par jour. 2-3 km par jour, je faisais des petites semaines, mais il y a d'autres semaines, je sortais tous les jours. Peu importe la température, peu importe la tempête, s'il fait moins 40. Mais ça démontre aussi ta force mentale qui doit servir en planting, qui doit servir quand tu fais un record de 24 heures de planting, mais quand tu fais un ultra aussi, d'être capable de... Tu l'as dit tantôt, là, je t'ai rendu obligé, mais le contrat, il est entre toi et toi. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui tentent de se faire des contrats avec eux-mêmes, puis c'est extrêmement difficile, peu importe c'est quoi la discipline que tu t'imposes, mais de ce que j'entends, c'est que toi, quand tu signes ce contrat-là avec toi-même, tu le fais, puis ça démontre aussi ta force mentale. Là. Ouais, mais c'est aussi que je voyais pas ça comme un défi de dire, OK, je vais courir 1 an. Oui, je me disais, OK, je vais au moins le faire 1 an, je vais voir, mais c'était quand même à tous les jours. Je me disais, peux-tu sortir dehors, faire 1 kilomètre de course aujourd'hui? Ouais. On a toujours 10 minutes dans la journée où ce qu'on peut, tu sais, sinon, tu vas être sur ton cell 1 heure dans la journée ou tu vas écouter un film, ben, il y a toujours un moment dans la journée où ce que je pouvais aller sortir 10-15 minutes dehors pour aller courir. Donc, j'avais jamais d'excuses réelles de pas le faire. Même après une journée immense de planting, dans des conditions horribles. Exact. T'es capable de dire, OK, je vais aller faire ces 10 minutes-là. Ouais, absolument. Puis, même l'hiver, là, c'est la même chose. Donc, on peut toujours le faire selon moi, fait que ça m'a permis de justement atteindre cette discipline-là. Puis le volume aussi, parce que cette année-là, j'ai couru 3000 km là, dans cette année-là. Puis je courais à tous les jours. Donc, plus le planting. Plus le planting, tu rajoutes une grosse couche de très spécifique versus, je veux dire, tu réussis à faire 20h05 à Arikana 125 avec un entraînement de planting. Là, rajoute 3000 kilos de spécifique. C'est sûr que ça allait bénéficier. Là. Puis en plus j'avais fait peut-être 4000 bikes de vélo, 4000 km de vélo. Puis mais la nage, j'ai commencé à nager 6 mois avant l'Ironman. Puis j'avais jamais nagé de ma vie. Donc j'ai pas fait beaucoup de nage là. Avant mon Ironman, j'ai nagé 70 000 mètres. Là. Il y a du monde qui font ça, ils en font plus par semaine. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai juste appris la technique là, pour être le plus efficace possible. Là, au bout de la ligne, c'était vraiment juste ça le plus important là. Mais t'as rentré ton âge d'Ironman en combien de temps pour le faire? 1h04.
Quand même. Ouais, genre, moi, je pense que c'était une bonne performance, là. On avait le droit au wetsuit, là. Ouais. Mais je m'y connais pas tant que ça, là. Mais moi, j'étais vraiment content, là. Je m'attendais pas à ça tant que ça. Ouais. Puis, j'étais vraiment content de rentrer ça là-dedans, là. Fait que là, Arikana, 2e année, tu reviens sur un événement que tu connais, dans des conditions que tu connais, dans le sens où tu connais chaque pouce de ce parcours-là, tu l'as fait. Ouais. Ça s'est passé vraiment très bien. Ouais, mais j'ai fini 5e, je pense que j'ai fait 17h40, puis j'étais vraiment content, là. C'était une belle performance. C'est immense, là. Ouais, je le réalisais pas tant parce que je me disais, tu sais, au bout de la ligne, il y avait Elliott Cardin, mais les autres, je les connais pas vraiment, mais tu sais, c'était vraiment une belle édition pour justement performer puis réussir à faire un podium, là. Ouais. Donc, mais Elliott, je me souviens, il m'avait battu peut-être de 3 heures, là. Tu sais, au bout de la ligne, c'était pas la même game, là. Mais, moi, c'était une belle édition. Ton 3e ultra, en comptant le backyard. Exact, c'est ça. J'avais aucune idée aussi de quel pace que je devais aller chercher, puis comment gérer ma nutrition aussi, là. C'est encore un nouveau. 2h30 sur un temps d'une année d'avant, c'est beaucoup en une seule année, là. Ouais, c'est sûr, là. J'étais vraiment content, là. Puis je me sentais beaucoup mieux aussi le lendemain, là. Je veux dire, la première année que je l'ai faite, j'avais de la misère à courir le lendemain. Là, le lendemain d'Arikana l'année dernière, j'ai couru peut-être 5-6 kilos, là. J'étais capable de courir. Fallait que tu le fasses, là. Ouais, exact. Mais quoi qu'Arikana, ça comptait pour 2 jours, au moins? Oui, ça comptait pour 2 jours, absolument. Ouais. Parce qu'en partant à 13h, nécessairement, tu le temps même pas dans la même journée. Ça comptait pour vendredi, samedi. Voilà. Mais, puis je me souviens, j'ai couru, la semaine d'après, j'ai couru 80 km, là. Okay. Donc, j'étais vraiment capable d'atteindre ce volume-là, puis j'avais une meilleure adaptation à ça, là. De revenir aussi vite après, tu sais, courir le lendemain, courir 80 km la semaine suivante, ça t'a-tu dit, il me reste... On veut pas se torcher à un point de courir pendant des semaines, mais est-ce que ça te dit, OK, il me restait un peu de gaz dans le tank, fait que peut-être que l'an prochain, je pourrais pousser plus? Ouais, 100%. Puis parce que justement, 2 jours après, je partais en Europe avec mon ami Raphaël, puis on a couru des 25 km dehors dans la semaine, puis on visitait, dans le fond, c'était une super belle façon de voyager. Là, on visitait, on se prenait des spots où on voulait aller visiter, puis on allait les courir. Donc c'est ça, genre dans les semaines après, ça a été 80, 100, 110, 130, puis on a fait aussi le tour du Mont Blanc. Donc on a fait une semaine de 200 kilos, comme 2-3 semaines après le Arikana, là. Donc ça a été vraiment... j'ai vraiment atteint ce volume-là, puis ça m'a permis de continuer à le faire, là. Fait que l'expérience continue de rentrer, les grosses heures de planting continuent de s'accumuler. Là, t'arrives à 2023, encore sur le 125, 3e année. Est-ce que tu te sentais encore mieux que l'année précédente? Ouais, ça, en plus, je n'avais pas parlé encore, mais pour mon Ironman, je me suis engagé un coach, David Yacker, puis quand même. Fait que c'était vraiment, j'ai vraiment aimé ça travailler avec lui, là. C'est encore mon coach en ce moment, mais plus juste pour la course en trail maintenant. Mais donc ça m'a permis d'avoir les connaissances, puis le geek du coureur, puis le geek des geeks, c'est David. C'était pas mal lui, là. Fait que là, c'est ça m'a permis d'avoir vraiment les connaissances puis les programmes exacts pour pouvoir être le plus optimal, puis ça. Donc après ça, j'ai pu avoir vraiment un programme d'entraînement toute l'année, puis pour pouvoir m'entraîner pour ça. Donc 2023, c'est la même chose. Je me suis entraîné plus spécifique. En plus que j'ai fait plusieurs autres courses là, durant la saison. Là. J'aimerais ça t'entendre rapidement. Je vais pas mettre... on parle de l'enchaînement de tes 125, mais t'as fait le QMT 10 qui descend. Mais ça, c'était ma première expérience de faire... J'ai jamais fait... En fait, toutes les ultras que j'ai faites, c'est Arikana. Dans le fond, j'avais jamais fait d'autres courses en sentier de courte distance, puis j'ai une certaine habileté que j'ai découvert dans les dernières années de descente, puis de course technique. Donc là, je me suis dit, j'avais été le pratiquer, puis j'ai vu que j'étais comme dans les bons temps, là. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être aller le faire dans l'événement, fait que je me suis inscrit. Pour ceux qui connaissent pas, on la commence en haut, fait qu'on pogne la gondole, on monte en haut du Mont-Saint-Anne, puis 10 km plus tard, t'es en bas. En bas, exactement. On descend dans la Pichard, puis après ça, le sentier, des sentiers de vélo, puis après des trucs que tu peux jamais accéder dans le quotidien, à moins que tu ailles à 3h du matin, là. Exact. J'avais été une journée qui mouillait pour me pratiquer, puis il y a personne, là. Mais fait que c'était vraiment le fun, là. J'ai vraiment challengé. T'es rentré sans quoi? 39, 40, 39,50, je pense. 10,8 km. 10 kilos sur asphalte flat qui est solide. Puis c'est 10,8 kilos en plus, là. Donc, en descendant, première place. J'étais vraiment content. Complètement différent de ce que t'étais habitué de faire en trail, là. Complètement différent, là. Moi, j'étais toujours dans le petit train va loin, puis là, j'ai été dans... Le petit train faut qu'il aille vite en crise. Maudit. C'est ça. Mais, puis encore là, c'est ça, là. Mon premier kilo, je l'ai rentré en 2,33, là. La descente de la Pichard, là, c'était... Aïe. T'as regardé où tu vas, mais tu vas pas trop te contrôler, là. Ah, c'est ça. C'est vraiment all out, là. J'ai vraiment aimé ça, là. C'était une belle expérience, mais j'ai été beaucoup plus défoncé après ça que mon Arikana cette année. C'est ça, hein. Ça m'a pris une semaine, puis même la semaine après, j'ai pas pu faire mes intervalles la fin de semaine parce que j'avais mal partout, là. Les quads t'explosé. Les quads, puis les hanches, un peu toutes, là. Parce que j'ai l'impression qu'à la vitesse qu'on allait,
ben j'ai pas tant travaillé les quads, oui, mais c'était plus comme on moulinait les jambes, là. Tu te laisses aller, là. Tu te retiens pas. Ce qui défonce le plus les quads, c'est quand tu te retiens. Oui, je comprends. Tu vas le plus technique possible, mais aussi en te retenant puis en allant pas trop vite. Mais quand tu te laisses aller, puis tu moulines juste tes jambes, c'est une jambe devant l'autre, puis tu réussis à avoir la technique de ça. C'est les hanches puis le dos à la limite qui impacte plus. Exact, les hanches puis le dos. Ouais. Vraiment, fait que ça m'a vraiment défoncé pour une semaine. Là, je comprends qu'à ton 3e Americana 125, les Morios, tu l'as descendu à ce pace-là. Ben oui puis non, là, parce que j'étais quand même, j'allais vite là déjà, puis je savais pas trop. Là, c'est la première fois que je faisais l'Aricana où je me disais, ok, je vais essayer de voir, comme je vais pousser pour voir si je peux vraiment aller le plus vite possible, le plus longtemps possible. Ouais. Puis encore là, en trail, c'est dur à gérer, là, mais je me souviens, dans les Morios, je dépassais des coureurs que j'étais un peu gêné de dépasser, parce que je me disais, je regardais mon pace, puis je me dis, Colin, ça va beaucoup trop vite, là. Puis il part fort, je veux dire, il y a plein de belles qualités, ce 125-là, il est dur sur plein d'affaires, mais moi, je l'avais déjà fait, mon dirait que cette année, ça m'a frappé encore plus d'en face que le premier de 35 kilos jusqu'au ravito où ton pacer embarque, jusqu'au Morios après. Je pense, dans les longues distances au Québec, je pense que c'est le 35 kilos le plus challengeant. Ouais, puis c'est ça, surtout les Morios, là. Mais je me souviens c'est ça, j'ai dépassé Jeff Cochon dans la descente des Morios, puis là, j'ai déjà été courir avec Jeff, puis je savais qu'il y avait une bonne fitness, là. Ouais, moi, c'est ça. J'étais un peu syndrome d'imposteur de le dépasser, puis je me suis retenu un peu dans la descente, mais tu vois, me semble que j'ai fait le top 4, là, dans la descente des Morios, là. mais là, ça me challenge pour peut-être aller faire le top 1 un moment donné, là. Ben, c'est ça, là. Mais c'est sûr que j'étais quand même défoncé quand je suis arrivé en bas de là. Okay. Au ravito, là, j'ai eu un gros down, là. Puis on entend qu'il en reste long, là. Il en reste très long, là. Il reste 90 kilos, là. Entre le 35 puis le 65, là, avec mon paceur, Raphaël, là, je me disais, je sais pas si je vais me rendre, là. Ah ouais, j'étais vraiment défoncé, là. Puis, j'étais fatigué, puis je voyais pas vraiment le bout de la course, mais, il m'a aidé tout le long de cette pace-là. Puis quand je suis arrivé à mi-chemin, j'ai changé de bas, en fait. J'ai même pas changé de souliers. Puis ça a été genre game changer. Là. Ouais. On dirait que j'avais des nouvelles jambes. Là. T'avais-tu les pieds mouillés? Ouais, c'est ça l'affaire. On avait tellement les pieds mouillés que j'avais l'impression d'avoir des lames de rasoir en dessous des pieds. Là. Ouais, pendant tout le long, en fait. Là. À partir de 30 kilos, là, j'avais des craques en dessous des pieds qui viraient en coupure. Là. Ouais. Puis ouais, ça m'a... Changer de bas, ça m'a vraiment aidé là, pour au moins 10 kilos. Là, on s'entend que changer de choses... C'était tellement mouillé, puis surtout qu'après les hautes-gorges, c'était juste ça, là. Il restait que de la boîte. Mm-hmm. Fait que changer de choses, oui, ça peut faire du bien dans une course, mais changer de bas, moi, je suis pareil avec toi. Les fois dans ma vie où j'ai changé de bas dans des défis ou dans des courses, t'as l'impression de faire un reset total. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'était juste parce que mes souliers étaient ailleurs, puis j'avais oublié des poignées à l'autre ravito, là. Wow. Fait que mais finalement j'avais juste d'autres bas, fait que j'ai pris les bas, puis ça a aidé parce que j'étais content de garder ces souliers là parce que j'avais pas 2 paires de souliers exacts, j'avais des Tecton X de Hoka puis les Speedgoat 5. Fait que là j'ai switché avec les Speedgoat au kilomètre 90, je pense là. OK. T'as gardé les Tectons jusqu'à tout le long. Okay. Puis j'ai vraiment aimé ça là, c'est des bons souliers là. J'ai trouvé ça parfait là, c'était celui-là pour la course. Belle plug, mais j'ai en même temps que toi, fait qu'on peut le plugger là. Ouais, on peut le plugger. Même pas mal. Non, pas en tout. Je porte juste du Hoka. C'est la meilleure chose pour faire Aricana. Vraiment. J'ai aimé ça parce que Puis là, c'est ça, là, quand j'ai recommencé à mi-chemin, j'avais comme un gros boost d'énergie. Ouais. Contrairement à mon dernier 30 kilos, là, je me sentais tellement bien. Puis là, j'étais rendu, je pense, 7-8e. Puis là, j'étais genre, OK, wow, c'est hot, là. Je m'attendais pas à ça parce qu'il y avait un gros field, là, cette année. Oui. Là, il y avait beaucoup de coureurs, là. Les têtes d'affiche, il y en avait comme 30, là. Ah, c'est ça. Contrairement à l'autre année, il y en avait peut-être 4, là. Ouais. J'étais vraiment surpris de ma performance, puis j'étais content, puis ça allait bien. Fait que là, j'ai commencé à dépasser des coureurs, puis j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. Puis il y avait une section là, c'est entre Jet Bleu, je pense, puis le kilomètre 80, où c'est une section la plus technique puis la plus tough là, puis surtout mentalement, c'est là que le monde abandonne pas mal souvent. Là. C'est boiteux. Là. C'est boiteux, puis c'est un faux plat montant pendant 15 kilos. Ouais. Mais là, moi, j'étais les autres années avant, je l'avais fait avec quelqu'un tout le temps. J'étais tout le temps accompagné par un autre coureur, puis on a jasé, puis à chaque fois je me disais c'est pas grave, là, je suis pas ici, je vais gagner mon temps. Non. Mais là cette année, je me suis dit OK, là, c'est comme une des petites erreurs que j'avais faites les autres années. J'aurais pu pousser plus dans ces sections-là. Ouais. Puis là, je l'ai couru tout le long. Fait que là, j'ai gagné, là, je sais pas exactement le temps que j'ai fait sur ce segment-là, là, mais je me souviens que j'ai dépassé 4 coureurs, je pense. Fait que je suis passé de 8 à 5e. On s'entend que n'importe qui écoute en ce moment, qui un jour veut faire cette course-là, peu importe la performance, faut que tu te gardes des jambes pour la deuxième moitié. Absolument. Parce que la première peut te démolir les jambes. Elle est plus challengeante, à mon sens, à moi, cette première moitié-là, mais faut que tu te gardes des jambes pour Jet Bleu jusqu'au Coyote. Absolument. Ce tronçon-là est destructeur. Puis moi, cette année, c'est là que j'ai perdu du temps parce que il était rough, il était boiteux, puis mentalement, je sais pas dans un bon état, mais
j'avais encore des jambes, fait que j'ai pu avancer, même si c'était lent, mais faut que tu te gardes. Cette section-là, je pense que c'est là qu'il est le nerf de la guerre, parce que le monde abandonne soit haute gorge, parce que t'as la moitié de fait, t'es démoli, puis te reste l'autre moitié. C'est de nuit, c'est tough. Mais Coyote aussi, puis quand t'abandonnes au Coyote, c'est long sortir de là. Fait que c'est mieux de continuer, mais faut vraiment se garder des jambes pour ce tronçon-là, comme tu dis, qui est 15 kilos de montée. Ouais, c'est long, puis c'est technique. Tu regardes le profil, puis non, ça il y a l'air de rien, mais non, vraiment. C'est souvent ça qui arrive. Tu vois pas que c'est juste des roches au niveau du genou, puis les racines partout, puis de la boîte, là. Parce que non, c'est pas technique, Arikana. Les gens disent ça, c'est pas technique. Ben, il y a des sections vraiment roulantes, là, par contre, là, on peut pas le nier, là. Ouais, mais il y a des sections. Ouais, ça, c'est pas technique. C'est pas roulant du tout, là. Ah, non. Donc, ouais, là, puis ça, je suis arrivé, j'étais 4e, en fait. J'ai dépassé les 2 Marocains, puis mais là, ça commençait à aller moins bien à ce moment-là, là. Okay. J'ai commencé à uriner pas mal plus foncé puis rouge du sang, mais ça m'inquiétait, mais en même temps je me sentais tellement bien que genre je savais comme pas quoi penser de ça, parce que quand tu commences à uriner du sang, tu te dis ok, faut que t'arrêtes là. Mais là je me sentais super bien, fait que là j'ai continué, ça allait bien, mais là j'ai parlé avec le monde qui était là pour les médics, puis ils m'ont dit si tu commences à t'hydrater un peu plus en électrolytes, parce que je buvais beaucoup d'eau là, j'avais de la misère à ma soif, j'avais tout le temps soif là, tout le temps, puis je pouvais caler 1 litre d'eau puis j'avais soif pareil. Mais là c'est ça l'affaire, c'est que je calais de l'eau puis c'était pas bon là. C'est juste que ça me prenait des électrolytes, mais j'en buvais beaucoup là, je buvais de la Prunac là dans toutes mes bouteilles, sauf que quand j'arrivais à un ruisseau à mi-chemin, mettons entre 2 ravitaux, je buvais de l'eau parce que c'est juste ça que j'avais là, je comprends. Avec mon filtre. Mais puis j'étais pas capable j'avais tout le temps soif. Fait que là je me suis déminéralisé. J'ai trop bu d'eau, fait que mon taux de la concentration d'électrolytes dans mon sang était diminué, puis là mes reins envoyaient un signal à ma vessie d'uriner pour faire égaliser ça, mais j'avais rien dans ma vessie parce que je suais tout. Il faisait quand même très chaud là, puis j'ai sué, fait que j'avais rien à uriner, fait que là ça créait une irritation, puis en tout cas c'est assez technique, mais c'était ça. C'est important de l'expliquer parce que c'est une erreur, c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui dans une course, puis des fois on n'a pas le réflexe de dire j'urine d'une couleur trop foncée, je dois pas assez m'hydrater, mais je bois sans arrêt. Mais si tu bois juste de l'eau, c'est pas mieux, tu sais. Même que j'ai parlé à des spécialistes, puis ils me disaient vraiment de pas boire d'eau. Boire seulement des électrolytes, puis moi j'ai jamais fait ça là, je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait pas puis on en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'il faudrait plus en parler ou plus apprendre, parce que selon ce que la quantité d'électrolytes que tu sues, il faut vraiment évaluer ça pour savoir si t'en as besoin, parce que moi j'aurais dû boire juste de la poudre ou juste des électrolytes tout le long là, mais j'ai bu beaucoup d'eau, fait que ça m'a c'est le métier qui rentre là. Ouais, c'est ça, exact. C'est l'expérience après là, puis c'est des apprentissages comme ça qui font en sorte que je deviens un meilleur coureur là. Puis là t'en parles, il y a du monde qui écoute qui n'ont peut-être pas à se rendre jusqu'à pisser du sang pour faire justement. Puis puis même avant là, c'est la préparation là d'hydratation avant la course là. Moi je pouvais boire à chaque course, moi j'ai toujours eu l'idée de boire beaucoup d'eau les journées avant. Par contre, c'est quasiment pas suggéré de faire ça, puis c'est quasiment juste boire des électrolytes avant pour justement être sûr que ton niveau d'électrolytes dans le sang est balancé. Fait que boire un drink qui est balancé en électrolytes, c'est vraiment important là. C'est ça. Donc ça, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus depuis Arikana, là, puis genre je trouve ça intéressant, là, ça me passionne pas mal. J'aime ça, tu sais, le gars qui était très au feeling au début, maintenant, plus tu te développes dans le sport, plus t'as l'air d'aller chercher des outils, puis faire de la recherche, puis être un petit peu moins au feeling, puis plus essayer de se baser sur ce qui s'écrit, ce qui se dit, ce qui se recherche, là. Ben aussi, genre, j'ai toujours été dans l'optique de savoir qu'est-ce que mon corps est capable d'aller faire, puis c'est quoi la limite. Mais là, j'ai l'impression que cette année à Arikana, j'ai pas réussi à aller chercher ma limite, justement parce que j'étais un peu freiné par ça. C'est un peu écœurant là, mais en détail, j'avais des douleurs extrêmes là urinaires, puis genre j'urinais à toutes les 5 minutes là. Puis j'urinais rien dans le fond. C'est que c'était vraiment difficile d'avoir un flow de course, parce que à toutes les 5-10 minutes, fallait que j'arrête, puis je me force, puis ça faisait mal. C'était un bloquant. Puis c'était un bloquant, puis c'était mental aussi, mais mes jambes me poussaient là, genre je pouvais courir des montées, mais après ça c'était le mental de dire ok ça fait mal, puis là c'était douloureux, fait que là j'étais rendu que j'avais mal à la vessie, mais je me focusais sur la douleur que j'avais en dessous des pieds pour oublier genre c'était intense là, je me focusais sur les couteaux que j'avais en dessous des pieds justement pour pouvoir avancer plus vite là. C'est bon ça. C'est des fois là j'allais un peu chercher tous les trucs que je pouvais trouver là. Mais puis c'est aussi j'ai eu mon pacer à la fin pour les 15 derniers kilos. Raph il est venu courir avec moi, fait que ça a aidé beaucoup là. Mais tu sais ça a fait un gros clash quand il m'a vu
parce que lui, quand il m'a quitté, j'allais pas bien, mais ça allait bien après. Il a vu mes performances jusqu'au kilomètre 110. Ouais. Quand il est rentré avec moi, il m'a vu arrêter pisser pour la première fois. Il est comme, wow, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est jamais revenu. T'as toujours continué à avoir cette douleur-là, pis ce besoin-là d'arrêter. Hein. Ouais. Même si je buvais juste des électrolytes, j'avais à tous les ravitaux, je me pognais soit des électrolytes NAC ou justement des pastilles électrolytiques pour avoir de quoi de plus concentré. Mais ouais, ça a pas revenu. Là. Non, c'est ça. T'as quand même réussi à grinder puis à continuer. Ouais, exact. Je sais pas à quel point c'était super bon, mais au bout de la ligne, les médics m'ont dit, OK, bois juste des électrolytes, puis si ça vient pas, genre, t'affecter ou comme tu deviens pas la tête légère ou je sais pas, mais ça m'a pas arrivé, ça. Fait que... faut que tu te fais à tes sensations. Ouais, exact. Tu disais que t'avais quand même solide. Du gaz, ouais. C'est juste que j'arrêtais tout le temps. Ouais. Donc, mais ouais, après ça, c'est super bien passé, là. Je me suis gonné un peu dans la dernière descente. Je me souviens parce que ma première édition, j'avais fait le kilomètre 122 en 4:30, je pense. Ouais. Genre, complètement, aucune idée de pourquoi j'ai fait ça, mais tu sais, je me sentais bien puis ça descendait. Ouais. Et là, je me suis dit, hey, Kraft, OK, là, celui-là, faut le faire plus vite. Ah, c'est ça. Fait que je me souviens, je sais pas exactement le rentrant combien, mais je me souviens, maintenant, on est descendu à genre 3:20. Oh shit. Mais tu sais, fatigué, la nuit, c'était quand même un peu risqué, mais moi, ça me passionne la descente puis la vitesse, fait que c'est sûr que j'avais du fun. Ouais, c'est ça. C'était juste le fun. Fait que t'as fait ça en combien? 16h40. Ouais. Fait que j'ai descendu ça encore de comme presque une heure, je crois. Fait qu'officiellement, tu termines 4e, mais c'est le 2e meilleur chrono parce qu'on se rappelle qu'il y a une triple égalité en tête. C'est ça, là. Et c'est sûr que lui était loin devant moi, là. C'était une performance extraordinaire. Ah ouais, mais les conditions je suis plus satisfait de ce temps-là, considérant les conditions, là. C'est une année vraiment plus lente que d'habitude. Exactement. Fait qu'un 16-40 dans des conditions difficiles, tu te dis, OK, ben, il va en avoir des années où il fera pas chaud ni à ce point-là d'humidité. Donc, tu sais, si tu veux continuer d'y aller, tu sais que t'as encore une marge d'amélioration possible. Ouais, c'est ça. Il y en a toujours, puis à chaque année, je m'améliore, puis je me spécialise dans certains trucs. Comme cette année, je me spécialisais plus dans la descente. Fait que c'est là que j'allais chercher souvent mes temps, là. Ouais. Parce que j'ai fait aussi le Ultra Trail du Fjord du Saguenay. Ouais. Ça a super bien été aussi, mais j'ai vu que je me forçais pas tant dans les montées. Je me disais, je vais garder mon énergie, mais dans les descentes, j'allais chercher des fois des 5 minutes, là. Sur les autres en avant de moi. Donc, c'est vraiment ça que j'ai développé cette année. Puis après ça, maintenant, l'année prochaine, ça va être autre chose. C'est ça. C'est un coffre à outils que tu remplis tranquillement. Puis, est-ce que le but, c'est de faire jamais 304 puis de retourner à Arcana? Ouais, c'est ça, j'aimerais y retourner, là. C'est rendu un rendez-vous. Ben, je me dis, un jour, faut que je le gagne, là. Ça va pas, je monte les échelons, là. Je fais 5e, 4e. Fait que là, c'est parfait. Ouais, il faudrait, mais j'aimerais ça. Mais c'est plus un rêve. Après ça, il va falloir que je mette les bouchées doubles là-dedans, là. Je sais pas à quel point je veux me focusser 100% là-dedans, mais c'est sûr que vouloir gagner à Arikana, faudrait que j'arrête de planter des arbres pendant l'été, là. Faudrait que je trouve d'autres optiques où je peux me permettre de me focusser plus sur la course à pied puis le faire à temps plein, là. Ouais. Ou plus, en tout cas, là. Puis, c'est toi qui viens de la Gaspésie, est-ce que les courses gaspésiennes t'intéressent de revenir? Tu disais le parc de la Gaspésie, c'est là que t'as passé ton enfance, là, ils viennent d'annoncer quelque chose qui était un peu long. Ouais, mais c'est sûr que ça me titille un peu, là. J'aimerais vraiment ça, mais c'est comme pas mal dans le même temps qu'Arikana, là. Ouais, c'est... Donc, les deux peuvent pas être des objectifs A dans une saison. Non, c'est ça, pas pour ceux qui comprennent pas, on parle du 31 les Chic Choc, le 170 kilos qui viennent d'annoncer. Le 88 aussi qui est pas piqué des verres. Ouais. J'en parlais avec l'équipe, avec Audrey et Eric, puis ça va être le 88 kilos le plus challengeant ever, mais tu sais, des fois, les gens qui sont pas prêts à faire le saut parce que c'est un 100 000, mais c'est pas un simple 100 000. Il y en a pas de simple, mais je veux dire, ça va être un des plus toughs au monde. Et je voyais sur Internet, le monde parlait de la Diag de l'Amérique, la Hard Rock de l'Est. Sur papier, en tout cas, ça augure très bien d'être quelque chose de challengeant. Mais le 88, je pense qu'en termes de temps de course, en termes de degré de difficulté, c'est de quoi qui va jouer dans les mêmes tales que le QMT 110 et Arikana 125, qui sont souvent comparés, qui un est un peu plus court, mais plus challengeant sur certains points. Fait que je pense que ça va être le même genre de talle de distance. Fait que ça va être c'est des beaux défis qui s'en viennent dans le parc de la Gaspésie. Ça, c'est sûr que ça me fascine, là. J'ai pas fait de course encore en Gaspésie parce que souvent j'étais à l'extérieur pendant la saison, là. Puis cet été, je l'ai passé à Québec, là. Donc j'ai fait plus les courses de trail à Québec, mais c'est sûr que moi c'est dans mes rêves aussi d'aller courir en Gaspésie, là. C'est mon terrain de jeu, là. Puis j'ai développé aussi dans le temps, j'ai fait les raids d'aventure, donc j'ai vraiment développé la passion pour les sentiers et puis tout ça en Gaspésie, là. Donc mais je pense que les raids d'aventure aussi, c'est une très bonne préparation pour des ultras quand on parle de temps sur les jambes, mais de tout le reste, là, je veux dire, ça combine plein de sports, c'est multisport, je pense que c'est
les premiers balbutiements du trail venaient du raid d'aventure, puis il y a beaucoup de monde au Québec, je pense des Jeff Tapp, des gens Fortier, c'est des gens qui viennent du monde du raid, qui après ça ont développé le trail, mais toi c'est quoi que tu vois comme parallèle entre ces deux sports-là, ces deux types d'événements-là? Ben moi, c'est que j'ai commencé avec ça. Dans le fond, quand je suis sorti du secondaire, j'ai fait le raid aventure en Gaspésie, le raid international Gaspésie, avec mon coach de basket dans le temps. C'était vraiment une expérience comme pour le fun, puis il m'avait invité, puis j'étais comme je vais le faire. Je suis partant, puis on connaissait presque rien là-dedans. Là. Nous, on s'était perdus parce que c'était en orientation en plus, là, fait qu'on avait pris des cours de boussole, puis pour savoir comment utiliser une carte, puis et tout, mais c'est sûr que c'était bien organisé au bout de la ligne, là, on pouvait pas vraiment se perdre, là. Mais c'est l'année d'après que j'ai fait ma première année avec Raphaël Arsenault. Ça nous a développé ensemble en tant qu'athlète parce que c'était mon meilleur ami, puis on décidait de se développer en tant qu'athlète d'endurance. Puis là, c'est là qu'on a comme pris la piqûre. Fait qu'à chaque année, on l'a fait là, les 4 années d'après. Puis on se développait. La première année, on était pourris en orientation. on s'était perdu pendant 5-6 heures. Fait que là, l'année d'après, on a corrigé ça. Mais là, lui, il a brisé son vélo les 2 journées du raid. Donc là, on a perdu beaucoup de temps pour ça. Mais là, après ça, l'année d'après, on a corrigé ça. On avait des meilleurs vélos. On a gagné le 150 km. Fait que là, on était challengés. C'était le fun. On était motivés. Fait que là, l'année d'après, on a passé aux 300 km. Puis on est arrivé deuxième. Donc, on a vraiment développé notre endurance, développé notre piqûre là-dedans. Puis votre complicité aussi, je pense. J'entends que c'était avec lui qui était ton pacer aussi à Ricana. Exactement. Oui, on a toutes mes courses après ça. Tu connaissais par cœur. Oui, exactement. Puis on a fait le tour du Mont-Blanc ensemble. On a voyagé ensemble. C'est sûr qu'on avait une bonne complicité dans la course puis dans les sports. Là, puis on s'est développé en tant qu'athlète ensemble. On se pousse là, au bout de la ligne. Là. Puis c'est motivant d'avoir quelqu'un à nos côtés, de pouvoir vraiment justement développer ça. Là, de se challenger. Là, parce que lui, il a fait des courses cette année. Puis ça me challenge comme Colin, OK, il a fait ce temps-là. Faut que j'aille pousser un peu plus. Puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est une compétition. Vraiment sain. Là. C'est ça qui est le fun. Bon. Avant qu'on termine, parce que c'est vraiment intéressant, puis je trouve que le parallèle plantation d'arbres trail, j'ai le goût de te demander une question à 2 volets. C'est quoi que tu vois qui est la plus grand, je sais pas comment dire, c'est qu'est-ce qui aide le plus d'un point de vue mental, de point de vue physique, de la plantation d'arbres à la trail? C'est quoi les éléments qui font de toi un athlète de trail dans la plantation d'arbres? C'est super bon. Ben, je dirais que c'est le moment passé avec toi-même. Genre, la difficulté moi, c'est pas une difficulté, là, c'est quasiment, j'adore ça, là, mais c'est que souvent, en planting, on va passer 8-9 heures tout seul, avec toi-même en train de faire un effort physique. Puis ça se relie directement à la trail parce que on le fait, c'est ça la trail aussi. Souvent t'es avec des gens là, mais si t'es pas capable de passer du temps avec toi-même, moi j'écoutais pas de musique quand je plantais des arbres justement parce que je voulais développer ma force mentale. Puis aussi parce que après ça me déconcentrait, puis je plantais moins d'arbres là. Mais surtout être capable de le faire puis d'être dans des pensées puis de pas te démotiver aussi là. Puis d'être bien dans ces longs moments-là, à juste être en conversation avec toi-même. Conversation avec toi-même puis écouter la nature puis être dans ta bulle là. Souvent c'est ça là. Moi mes journées ils passaient comme si de rien n'était justement parce que j'étais dans ma bulle puis j'embarquais dans une zone. C'est la même chose pour la course, je rentre dans une zone puis je peux passer exemple kilomètre 60 à 80 dans Ricana sans même pas réfléchir puis juste Colin, je suis déjà rendu à 80 puis ça passe vite là. C'est de quoi qui s'entraîne, j'ai l'impression. Sans s'entraîner, c'est de quoi que tu sais si tous les jours de ta vie tu cours avec de la musique, même des longues en trail, tu te mets de la musique. Ce que je recommande pas, c'est le fun d'entendre la nature, mais c'est le fun aussi d'entendre les animaux s'il y en a. Mais bref, si tu t'entraînes continuellement avec des gens à jaser ou de la musique, c'est très bien. Mais en course, il y a des moments où tu vas être tout seul. Exact. C'est là que tu peux te creuser un beau petit trou. Si t'as pas apprivoisé ce temps-là seul. Moi, c'est vraiment ma force, là, la force mentale. De justement être capable de pousser à travers les moments que t'es tout seul. Là. Puis, ça, c'est vraiment le truc que, moi, si je conseille pas au monde de courir avec de la musique, là. Parce que, oui, c'est vraiment le fun, puis c'est le fun d'aller faire tes intervalles avec la musique, mais c'est une motivation externe que t'auras peut-être pas nécessairement à tous les moments de ta vie, puis le moment de course à pied aussi, là. Ça va dans tous les volets de la vie, là, mais genre, au bout de la ligne, moi, c'est ça, la course à pied, j'essaie de focusser plus sur la force mentale, tandis que si t'as de la musique, ça veut pas dire que tu vas toujours l'avoir, là. Non, c'est ça. Puis le point de vue physique, le parallèle entre les deux sports, qu'est-ce qui t'aide le plus? Ben, au niveau physique, c'est le temps sur les jambes, là, c'est sûr, là, la course à pied, le volume, tu peux pas créer ça instantanément, là, tu sais, la fitness, ça va de même, là, c'est plus que tu passes de temps sur tes jambes, plus que tu vas la développer, puis au planting, on développe ça, là. Le temps sur les jambes, je peux passer 500 heures sur mes jambes pendant l'été, puis au bout de la ligne, c'est ce que ça me développe avec la course à pied, là. Vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2024?
2024, honnêtement, j'ai pas encore rien de planifié pour 2024, mais de l'endurance, puis du temps sur les jambes, puis pas de blessures. Là. Ouais. C'est ça l'important. Ouais, on vraiment. reste en santé. Ouais, il faut, là, c'est important. On arrive à un moment, j'ai senti que t'étais un gars compétitif. Ouais. Là, les questions avec l'arnaque, Ouais. c'est compétitif. Ouais. Et on est maintenant avec une double égalité en tête chez les hommes pour le record. Yvan L'Heureux a eu le record, 10 questions, 10 secondes, pendant des mois, des années seul. Et Yannick Bernard, à l'épisode 169, l'a rejoint. Ouais. C'est un record qui s'est fait ici, assis sur cette même chaise-là, il y a vraiment pas si longtemps. Il y a moins de délai là qu'en ligne. Là. Donc là, je m'étais dit que j'allais me pratiquer, mais je l'ai pas fait finalement pour essayer de plus honnête. Fait que la dernière fois que je les ai entendus, ça date de des mois. Là. Écoute, la première question est toujours la même, mais après ça... c'est ça varie, hein. Fait que là. Ok, faut que je me... Parce que c'est stressant pour moi aussi, là. Ah ouais, hein? Oui, il y a peut-être des records qui se sont pas battus parce que j'ai pas été assez rapide. Là. Ben là, je suis compétitif, mais je me mets pas de stress trop. Là. Parfait. Bon, ben, tu me dis quand t'es prêt. Go. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Montée ou descente? Descente. Café ou thé? Thé. Côte est, côte ouest? Ouest. Questionnaire, Lime ou melon d'eau? Melon d'eau. Roche ou racine? Racine. Été ou hiver? Hiver. Fidji, Hawaï? Hawaï. Australie, Gaspésie? Australie. 10 secondes, mon gars! Ah ouais! 10 secondes! Ah, nice. Très, très fort. Je voulais dire Gaspésie, par contre. Mais c'est juste que Australie, Gaspésie. J'ai pensé à mon voyage, puis j'ai dit, mais je voulais dire Gaspésie. T'as eu le temps de penser à ton voyage en 0.1 seconde. Je suis stressé, c'est pour 10 ça. secondes. Ok, c'est un bon. nouveau record. Ah, c'est un record? En fait, t'égalises le record. Okay. Fait que on est rendu comme Arikana, les questions avec l'arnaque, il y a une triple égalité en tête. Oh, wow. Yvan L'Heureux, Yannick Bernard, et maintenant Antoine Moses. Wow, ça veut dire que je vais nommer ton nom tout le temps. Ah ouais, ok. J'attends que quelqu'un fasse 9 secondes. Mais là, la barre du une question par seconde, on est pas mal au top. Ça, chez là. les femmes, la double égalité est à 11 secondes. C'est très fort. Nice. Crème. Mais il y a juste la Gaspésie parce que je suis un grand fan de la Gaspésie. Ouais, c'est ça, là. Mais écoute, c'est pas grave. je te permets de te reprendre. Ah, ok. OK. Australie ou Gaspésie? Gaspésie. Yes, OK. Je vais pas le modifier au montage, bon. mais c'est ça. c'est quoi la place à visiter en Gaspésie? La baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs. Puis le parc de Gaspésie, mais la baie des là, Chaleurs, t'en nommes deux, t'en nommes un pas. joyau. Un joyau. Ah, c'est tellement beau, là. Ouais. Il faut. Il faut, puis en fait, moi, ce que je recommande aux gens qui vont faire, on va les faire percer, on va les faire Forillon, ces courses-là, revenir par la baie des Chaleurs, ou y aller, mais tu sais, je veux dire, ce qui est le fun, moi, faire un aller-retour en char, c'est plate. Tant qu'à se rendre aussi loin, fais la grande boucle, puis arrête. C'est magnifique, là, la boucle de la Gaspésie, là. Ouais, la côte sud. Ouais, exact. Ben, un gros merci Antoine. Merci à toi. Vraiment une belle discussion. C'est le fun quand après 173 épisodes, on se ramasse sur un nouveau sujet complètement. Puis les parallèles avec le trail étaient naturels, mais t'es vraiment très intéressant. Félicitations pour tout ce que t'as accompli. Puis c'est le fun, genre de tout ça que toi. Ben oui, moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Cool, ben je suis content que t'aies aimé ton expérience. Je suis certain que les auditeurs, les auditrices ont trippé aussi. Comme d'habitude, moi je termine en remerciant NAC qui est le partenaire principal du podcast. Je remercie Capic 1 pour notre café, Noctem pour la bière, mais là on n'avait pas de bière. C'est un partenaire pareil, Ubal aussi qui est un partenaire des multiples liquides du podcast, hein, café, gin, bière, il y a de la sans alcool à travers. Tout le monde est heureux avec ça. Merci à David Hébert pour le design graphique, merci à Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.